Salut tout le monde, bienvenue à Ouvre ton jeu. Aujourd'hui, je vais recevoir quelqu'un que je n'ai jamais encore rencontré. Ça m'excite toujours beaucoup d'aller à la découverte d'un nouvel humain. Je vous dis dans pas long, c'est qui mon invité aujourd'hui. En fait, j'ai envie de dire notre invité. Je vous dis ça sera pas trop long. Pour le moment, j'ai envie de remercier mes partenaires qui sont toujours là avec nous. Vous devez commencer à les connaître par cœur parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de stabilité dans nos partenaires sont là semaine après semaine, dont évidemment Karine Jonca, qui est vraiment une créatrice de produits de soins pour la peau. Elle en a déjà créé plus de 60. C'est en vente partout au Québec. Elle a plus de 1000 points de vente dans toutes les régions du Québec. Donc, on les remercie de nous faire autant confiance. Et eux, ils ont envie de vous remercier pour votre fidélité à Ouvre ton jeu en vous offrant 10 % de rabais sur vos achats en ligne. Donc, vous vous rendez sur le site de Karine Jonca et le code promo, c'est Ouvre ton jeu 10. Moi, j'ai avec la gang d'ici, on a j'ai envie de dire, c'est une communauté virtuelle. Des fois, on disait une plateforme numérique, mais c'est pas ça. Humano a une communauté virtuelle qui s'appelle Marie Club Espace Mieux-être. C'est vraiment un lieu de rassemblement. Oui, on a des ateliers, on a des programmes, on essaie toujours d'amener la meilleure information, d'outiller les membres. Et on se rend compte avec le temps que ça aide beaucoup les gens, mais ce que les membres aiment, c'est les événements qu'on fait en présentiel, c'est les rencontres qu'on fait des fois dans différentes régions avec des membres, c'est aussi le plus souvent possible, presque à chaque semaine, on se rencontre dans une causerie et ce qui est merveilleux, c'est qu'on se voit, on peut lire les commentaires dans le chat, on fait venir des professionnels, on fait venir des gens qu'on aime, des fois on fait des ouvre ton jeu entre nous et ça donne toujours lieu à des moments incroyables. Le but, c'est de pas se sentir seul. Vous savez, des fois on est dans des maisons, dans des appartements, des condos, peu importe, on n'est pas seul, mais à quelque part, on se sent seul. On a de la misère à se faire entendre, on a de la misère à s'entendre soi-même. Donc, c'est un peu ça. C'est un lieu réconfortant, plein de bienveillance. Alors, vous pouvez aller voir sur le marieclaude.com à quoi ressemble le Marie Club et vous avez 15 % de rabais. Donc, vous vous rendez sur le marieclaude.com, vous allez voir le Marie Club et le code promo est Club 15. On a nos partenaires fidèles aussi. Ils ont même un niveau dans le jeu, le niveau Eros. Donc, le niveau Eros, ils nous disent de rester à l'affût des tendances en produits destinés au bien-être intime. Hein? C'est quand même bien dit. Découvrez les nouveautés et innovations en suivant Eros sur leurs réseaux sociaux. Alors, j'aime ça, le bien-être intime. Alors, si ça vous intéresse, rendez-vous sur le site Eros. Il vous offre 15 % de rabais sur vos achats en ligne et le code promo est ROSE15. Je vous rappelle, Optoréseau, on a aussi une question. La dernière question du jeu, la question Optoréseau. Alors, c'est un réseau de professionnels de la vue. C'est 86 propriétaires indépendants. Est-ce que ça veut dire pourquoi on insiste tant sur propriétaires indépendants? C'est que chacun des propriétaires répond aux besoins de sa communauté, il connaît ses clients, on le sait, quand on a des enjeux avec la vue, on y retourne régulièrement tout au cours de sa vie. Donc, avec le temps, ils reconnaissent les besoins de leur clientèle, de leur communauté et ils essaient du mieux possible à répondre aux besoins des gens qui sont proches d'eux. Donc, c'est vraiment une expérience locale, humaine, adaptée à la communauté. Alors, c'est pour ça qu'on insiste tant sur les 86 cliniques indépendantes, mais reliées avec Optoréseau. Je vais lire un commentaire de Emma. Elle parle de l'épisode de Stéphanie Boulay. Elle dit « Ça résonne tellement avec moi. Merci pour ce partage. J'ai l'impression qu'elle raconte une partie de mon histoire. On n'est pas seul. » Stéphanie, quand même, nous parle de ses enjeux. Des fois, c'est des enjeux envers elle-même, à quel point elle est dure envers elle-même. Et elle s'est vraiment confiée avec une grande générosité. Si vous n'avez pas vu cet épisode-là, je vous le conseille fortement. Alors, merci beaucoup, Emma, de ce partage. Évidemment, j'ai envie de remercier... en fait, avant de remercier mon équipe,
Je veux vous dire qu'il y a quand même une nouveauté depuis quelques semaines. On est sur Crave. Donc, si vous allez sur l'application Crave, dans la section gratuite, vous n'avez pas à payer, bien, il y a une section maintenant balado. Et dans cette section-là, on fait partie de la première cohorte de balado qui arrive sur Crave. Donc, vous pouvez regarder Ouvre ton jeu dans le confort de votre salon, sur votre télé, et c'est absolument gratuit. Donc, c'est une offre de plus. On reste sur YouTube, sur Google, Apple, Patreon, on est partout et on ajoute Crave. Alors, c'est très intéressant pour nous d'avoir ce nouveau créneau et je sais que déjà, il y en a qui apprécient cette façon de regarder Ouvre ton jeu. Donc, on le rappelle, on est maintenant sur Crave et je pense que c'est là pour rester. Et puis, je veux juste encore vous remercier. Il n'y a pas une fois que je rencontre pas du monde, parce que là, on a rencontré beaucoup dans l'événement qu'on a fait il y a quelques semaines à Drummondville. Je fais beaucoup de conférences de ce temps-ci, un peu partout au Québec. Donc, je rencontre des centaines et des centaines de personnes à chaque semaine. Et à chaque fois, il y a toujours des gens qui viennent me parler d'un épisode en particulier d'Ouvre ton jeu, à quel point ça leur a fait quelque chose. Il y a plein de gens qui me disent, mais moi, ça me fait marcher. Je vais sur mon tapis roulant. Ça me donne des sujets de conversation avec mon conjoint, avec ma conjointe. On en parle au bureau. On a acheté le jeu, on joue à Ouvre ton jeu, ça ouvre la discussion. J'ai des gens aussi, ça m'a vraiment touchée, une éducatrice, une enseignante au secondaire qui me disait que dans sa classe, dans un de ses cours, en fait, les élèves avaient beaucoup de difficultés à s'exprimer sur certains enjeux et maintenant, elle les fait parler à travers le jeu Ouvre ton jeu parce qu'elle disait juste le fait de sortir des questions, de choisir quelles questions ils ont envie de répondre, bien, ça change toute la donne. Et de savoir que quand la personne parle, on ne l'interrompt pas, on ne la juge pas, on l'écoute, on l'entend et on peut la relancer. Elle dit, c'est fou ce que ça a fait avec ses élèves, à quel point ils ont appris à s'ouvrir. Alors, ça, c'était pas prévu dès le départ quand on a pensé à Ouvre ton jeu et d'entendre tous les bienfaits que finalement, on entend. C'est extraordinaire. Alors, ça nous donne juste le goût de poursuivre. Alors, évidemment, merci à mon équipe, Caroline Dionne à la coordination, Jérémy Boucher aux réseaux sociaux, Elisabeth Lemieux à la mise en ligne, Jonathan Fréchette à la création numérique et Maëlle Ledevin à la captation. Alors, je vous le disais, je la connais pas, j'ai hâte qu'elle soit devant moi. Je l'ai vue vivre longtemps dans Big Brother, célébrité. Moi, je suis une fan de cette télé-réalité-là. Et j'aimais qui elle était, l'espèce de côté, on dirait facile à vivre, un lâcher-prise. C'est une humoriste, je lisais tous les commentaires sur le spectacle qu'elle présente et c'est dithyrambique. Vraiment, les commentaires sont incroyables, ils vont tous dans le même sens, qu'elle est extraordinaire, qu'elle est là pour rester. Donc, évidemment, je pense j'avais envie de la connaître davantage, puis j'ai l'impression que vous allez apprécier aussi. Alors, je parle de Liliane Blanco-Binette. Alors, place à Liliane. Les réseaux sociaux ont renforcé qui je suis pour vrai. Puis les gens qui me suivent ont réellement été une bouée de sauvetage pour moi. C'est important, hein, parce que, tu sais, on accuse les réseaux d'un paquet de choses, là. Mm-hmm. Puis toi, tu te dis, moi, ça a été une bouée de sauvetage. À 100%. Parce que tu as une grande, grande communauté qui te suit. Mm-hmm. Et ça t'a permis de croire en toi. Oui, parce que ce que je disais était entendu puis apprécié. Puis j'étais comme, hein, mais il y a du monde qui m'aime pour qui je suis. Puis je sortais de... Tu sais, je veux dire, j'ai commencé les réseaux sociaux, là... 3 mois après ma rupture. J'étais comme, je vais essayer. Puis... Fait que t'as vu quand t'étais toi, t'as pas besoin de personne d'autre. Non, mais surtout que qui j'étais, pouvait être vraiment apprécié parce que je me sentais pas digne. Tu sais, comme la rupture s'est faite d'une façon où j'étais comme épaisse de pas comprendre les affaires, puis j'étais donc ben pas drôle. Tu sais, comme, je me sentais vraiment moins que rien, genre. Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec, et par le Marie Club, qui est un espace consacré au mieux-être où on y retrouve plus d'une centaine de classes de maîtres dirigées par des experts, disponibles sur marieclaude.com.
Les jeux de table Ouvre ton jeu original et l'édition couple sont disponibles partout au Québec et sur randolph.ca. Alors, je vous l'ai dit, j'avais hâte de la recevoir parce que c'est la première fois qu'on se rencontre. C'est une humoriste, moi, je ne l'ai pas encore vue sur scène et c'est sûr que je vais aller la voir parce que quand je regarde tous les commentaires autour de son show Toréador, c'est complètement fou. J'ai essayé d'en trouver un peut-être un petit peu négatif. Je l'ai pas trouvé. Mais moi, je l'ai découvert, c'est vraiment dans Big Brother Célébrité. Okay. Puis j'ai eu un coup de cœur pour cette personnalité-là. Puis je me dis, mais comment elle est dans la vie? Parce qu'il y a quand même des caméras à Big Brother. Il y a quand même... Il doit y avoir une faille à quelque part, donc on va essayer de la trouver, de découvrir cette personne-là, d'enlever des couches, de savoir qui est Liliane Blanco-Binette. Bienvenue, Liliane. Allô, tu vas gratter mes gales aujourd'hui? Hey, oui, aujourd'hui, je me prépare, on enlève des couches, on essaie de découvrir. Mais je t'ai vraiment découvert, pour vrai. À Big Bro. Oui, à Big Bro. Puis t'étais là longtemps, là. Les 2 fois, j'ai été là longtemps. Les 2 fois, on s'est rendu en finale. Ben oui, c'est ça, c'est qu'on t'a vu vivre pendant des semaines. 6 mois. Mais comment on passe à travers de ça? À Big Bro? Ouais. Honnêtement, ben là, déjà, la grande chance que j'ai eue de rejouer a changé beaucoup de choses dans la 2e fois que je l'ai faite, tu comprends? Parce que c'est... Déjà, t'es chanceux quand tu joues une fois. D'y jouer 2 fois, c'est un peu unique, là, surtout dans un petit milieu comme on a au Québec. Fait que moi, quand j'avais des amis qui se faisaient caller pour faire Big Bro, j'étais comme, oh my God, je te souhaite de le vivre une 2e fois pour que la 2e fois, tu sois adapté. Tu comprends? Parce que tu sais à quoi t'attendre. Ouais. Je pense que c'est ça le plus difficile à Big Bro, c'est que tu sais juste pas comment tu vas être. Puis oui, on te fait dire genre, c'est un contrat, puis à chaque jour tu travailles. En tout cas, moi, j'avais ce mindset-là. Reste que tu deviens vraiment comme une famille, puis ton système de support s'organise avec les personnalités que tu as à Big Bro, puis c'est pas toujours des gens avec qui tu es proche, c'est pas toujours des gens avec qui, dans la vraie vie, tu aurais réellement une connexion, mais là, le jeu apporte ça, mais là, les limites du jeu sont parfaites pour cette relation-là, parce que si on va plus loin que ça, ça gosserait. Je te dirais que comment j'ai passé à travers Big Bro, c'est en étant vraiment vulnérable, en acceptant qui je suis, puis en gardant rien à l'intérieur, je pense. Tu sais, moi, j'ai pas faké là, qui j'étais, tu sais. Je suis pas sortie de Big Bro, puis comme si je remontais à la surface, puis j'étais comme enfin, je respire encore. C'était pas ça. J'ai vraiment été moi-même à Big Bro, puis je pense que c'est ça qui m'a permis de bien vivre, puis de pas péter aux frettes. Tu comprends? Oui, parce qu'il y a rien, à part une expérience comme ça, qui fait qu'on sort aussi longtemps de la société. Tu sais, t'es pas au courant de ce qui se passe. Ah, mais rien. T'as pas vraiment de nouvelles, à moins que t'es dans la... que t'es dans la... Tu sais, dans quoi ça s'appelle? La chambre du patron. Mais même là... Puis tu leur parles pas longtemps. Vraiment pas, là. Puis la production fait que si, mettons, t'es dans un appel du patron, puis ton chum, il te regarde, puis à un moment donné, il dit... T'es en danger, fais attention! Ils vont fermer l'appel. OK. Tu sais rien. Tu sais rien. Puis des fois, ils se font dire genre, OK, on change de sujet. Parce que ça pourrait... Le sujet de conversation pourrait sous-entendre que peut-être une nouvelle a fait que... Fait qu'on est vraiment tenu, genre, comme dans l'inconnu, là. Tu sais pas ce qui se passe. Ça prend combien de jours pour décrocher du monde réel, là? Comme quand t'arrives? Ouais. Dès que tu commences à jouer. Je te dirais que c'est plus tough de décrocher quand tu sors que d'accrocher quand tu rentres. Tu comprends? Je comprends, parce que t'es déjà en état de vigilance, dans le fond, quand t'arrives. Puis t'as hâte de jouer, tu sais, puis ça fait longtemps que tu te prépares, puis il y a des personnalités publiques là-dedans que ça fait 6 mois qu'ils le savent, il y en a que ça fait 3 mois, il y en a qui viennent, ça fait 1 semaine qu'ils le savent parce qu'ils sont backup, tu comprends? Ils remplacent quelqu'un qui pouvait plus finalement, whatever. Fait que il y a du monde qui arrive préparé, puis ils ont hâte, puis ils ont commencé à jouer le 3, 4, 5, 6 mois, tu comprends? Fait que je te dirais que c'est très facile d'embarquer, c'est plus difficile de débarquer. Qu'est-ce qui est difficile d'en débarquer? Ben, man, ton quotidien devient Big Bro, hein. Tu sais, comme checker ton micro, ça, là, faire ça, là, checker si mon micro il est bien mis. Là, en sortant, j'ai fait ça pendant 2 mois. Regarder les coins de pièces. Les caméras sont dans les coins de pièces, hein, à Big Bro. Fait que quand je suis à la maison, puis à un moment donné, je sais pas, je m'assois, puis je regarde si je suis dans le cam. Tu sais, ça, changer ma batterie. Tu sais, il y a vraiment quelque chose de routine à Big Bro, mais une routine à un autre niveau, là, c'est comme... Toutes les semaines sont pareilles, pas pareilles. Il y a des twists, ce qui rend ça pas pareil. Mais ce qui est pareil, c'est du lundi au lundi. Là-dedans, on a cérémonie telle, jeu tel, blablabla, éviction. Mais tous les matins, dans cette routine
un peu comme une poupée russe, là. Tu sais, comme routine. Et ben, il faut que tu changes ta batterie. Fait que tous les matins, tu te réveilles, tu changes la batterie. Fait que, tu sais, faire les pas, aller changer ma batterie, croiser le même monde à chaque heure, parce que eux aussi, ils se réveillent tout le temps à cette heure-là, c'est tout le temps les premiers. T'attends tout le temps après la même personne dans la douche, parce que ça donne, elle se lève tout le temps 5 minutes avant toi. Tu sais, comme, c'est routine fois 1000, genre. Puis là, ben, tu vas pas à l'épicerie, tu prends pas ta voiture. Jamais. Moi, j'étais sortie de ma première saison de Big Bro une fois. Parce que dans ma première saison, moi puis Coco me donnait... Non, moi puis Mona. Moi puis Mona, on se battait dans la neige dehors. Puis elle m'a poussée. Puis j'ai glissé, puis je me suis cognée la tête contre la pergola. Puis là, on n'avait pas de glace en cas de blessure, genre, mais ça, c'était pas une faute de la prod, là, c'est juste... Il faut qu'on s'arrange nous-mêmes, tu sais. La prod... Pour qu'elle intervienne, il faut vraiment qu'il se passe de quoi. On les voit pas. Il n'y a pas de technicien qui passe un moment donné puis on est comme « Hey, ouais, je vais t'arranger ça. » On les voit pas. On les entend manger des sacs de chips. OK. Les entend à l'autre bord des murs. Oui, éternuer des fois. Puis quand on les entend, on est comme « On court, là. » Puis on les regarde dans les fenêtres de même. Des fois, ils cognent pour que... On continue à jouer, là, tu sais. Nous, on les appelle les muriens, parce qu'ils sont dans les murs. On les aime, les muriens, là. Moi, des fois, je faisais de la bouffe, j'en faisais trop, puis je le laissais proche d'une porte où les techs vont prendre les batteries. Puis des fois, ils prenaient ma bouffe, puis j'étais « Yes! » Les muriens des muriens, oui. Mais cette fois-là, t'as dû sortir parce que... Oui, exact, merci. Je suis sortie parce qu'on savait pas si j'avais une commotion. Puis je me souviens, j'étais avec la productrice, Nathalie Brigitte Bustos, qui est une femme fantastique. Puis ils prennent vraiment soin de nous, hein, tu sais. Puis elle était comme, ben Liliane, on n'a pas le choix, là, on va aller à l'urgence voir si t'as une commotion. Puis je me souviens qu'on était allé à l'urgence, s'asseoir à l'urgence pendant la nuit, puis j'étais masquée, puis tu sais, j'avais mis ma capuche parce que s'il y a du monde à l'urgence qui écoute Big Bro, ils sont comme, qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle fait là, Liliane? Tu comprends? Finalement, j'avais fuck all, j'avais rien. La médecin m'a donné... Elle a checké de mes yeux avec une flashlight 2 secondes, elle m'a donné 3 Tylenol, puis elle était comme, va te coucher. Mais j'ai passé toute la nuit à l'urgence avec la productrice. Puis je me souviens, quand on est embarqué dans son char, puis qu'on s'est parqué pour l'urgence, je me souviens en sortant de me dire, je pourrais partir à courir. Genre, je pourrais me fucking sauver. Tu pourrais te sauver. J'étais comme, mais je suis full en sécurité. Je veux retourner dans le jeu, tu sais, mais j'étais comme, I'm out. Genre, je suis sortie. J'étais pas manquée, il y avait rien. J'étais comme, je peux commencer à courir. Ah, c'est complètement. Fait que tu viens dans un autre état complètement. Hey, tellement. Puis je me souviens, quand on est revenu, je suis rentrée dans les studios. J'ai remis mon micro. Je suis allée me coucher dans mon lit, ma prison. Mais tu sais, c'est pas une prison dans le sens où on est content d'être là, on veut être là, c'est un jeu. Mais c'est tellement bizarre de sortir, de comprendre que t'es sorti et de willingly t'as comme fait quelque chose d'illégal quasiment, ouais, en sortant, pas en revenant, en sortant. Ouais, c'est ça. Puis après, c'était... tout le monde voulait savoir tout, là, genre, OK, par où vous avez passé? Ben là, on était sur l'autoroute. Ah, my God! C'est comme, on devient au whack, là. Je me souviens d'être impressionnée parce que je voyais loin. Quand t'es sortie. J'étais comme, wow! Je peux tellement voir loin parce qu'à Big Bro, les murs sont la limite ben oui. de ce que tu ben vois. Oui. Mais tu leur ferais-tu une 3e fois? Ben oui. Ah! Tu t'en irais encore t'enfermer? Avec Coco. Ah oui, avec Coco. OK. Toutes les fois que j'ai joué, c'était avec Coco. Tu sais, genre... Est-ce que vous vous connaissiez avant, vous autres? Non, on se connaissait très peu avant la première saison. Le milieu de l'humour fait qu'on n'est pas beaucoup de femmes, tu sais, fait qu'on n'est pas beaucoup de femmes sur les pacings en même temps. Puis c'est ça qui a fait un peu qu'on s'était pas croisés beaucoup avant. Mais j'ai vraiment rencontré une amie de cœur, là. Fantastique. On est vraiment comme 2 puzzles qui ça, c'est un bel héritage de Big Bro. Mon Dieu, oui. Hein? Oh non, fantastique, Big Bro. Très difficile, mais fantastique. Est-ce que tu es prête à ouvrir ton jeu? Oui! Ouais. Puis tu restes avec moi jusqu'à la fin, tu pars pas à courir. Jamais, jamais! Je sais que ton horizon, il est pas très loin, mais c'est pas grave. Mais j'ai une porte de sortie et débarrer la porte, hein? La porte est débarrée, puis les caméras sont là, là et là. Il y en a que 3, puis ils sont pas cachés. Tout va bien. Donc, niveau vert, c'est des questions d'ordre plus générique. Le niveau jaune, plus spécifique. Niveau rouge, c'est des questions, des fois, qui t'ont peut-être
qui demande une réflexion pour y répondre ou c'est quelque chose qui a peut-être déjà réfléchi. Niveau Eros, c'est sexuel et ou sensuel. Sexuel cochon, oui. Sexuel cochon, ça dépend vers où tu veux aller. Parfait. Moi, je suis prête à tout. Moi, je suis prête à ce que tu veux. Opto-réseau, c'est la dernière question de ce jeu. C'est la fin de cette rencontre-là. Souvent, quand on répond à cette question-là, ce que je remarque, c'est que ça donne un sens à tout ce que tu as dit. C'est-à-dire qu'on comprend plus ta réponse parce qu'on a appris beaucoup sur toi. Le Joker, si tu trouves qu'une question va trop loin, tu n'as plus envie de répondre, tu déposes ton Joker et je passe à une autre question. J'ai juste un Joker? T'en as un Joker! Fait que c'est ta protection. Fait que voilà. Alors, tu peux brasser directement sur la table, là, les cartes vertes. Tu m'en donnes 5. Je les regarde pas, là. Non. Je vais te les lire. Tu vas en choisir une à laquelle tu vas répondre. Et après, je vais en choisir une à laquelle tu vas répondre. Yum, j'adore. Donc, il y a un mystère. Yummy. Je t'en donne 5. Ouais, exactement. 1, 2, 3, 4, 5. Merci. J'adore. Alors, je te lis les questions. Quelle importance accordes-tu au regard des autres? Ah! Je vais juste étasser un petit peu. Quand je me regarde dans le miroir, je vois. Comment réagis-tu à l'autorité? Quelle est ta passion? Et quel est ton plus grand complexe? T'en choisis une. J'en choisis une? Ouais. Je me préparais pour toutes. Ben non, t'en choisis une, puis après ça, je vais en choisir une. J'en choisis une? Oui. Non, toi, choisis-la. Choisis les deux. Non, c'est ton jeu. Tu dois choisir. T'as-tu la misère à prendre des décisions? Ah oui, hein? OK, ça fait que je te mets face à ça. Là. Oui, c'est tough, ça, pour moi. Mais ma psy va peut-être vouloir écouter l'épisode. Elle va en apprendre beaucoup sur moi. Quel est ton plus grand complexe? T'as ma plus grande passion? Ça, c'est sûr, ça va être intéressant, mais j'en ai-tu beaucoup à parler? Réagis-tu à l'autorité? C'est très court. J'aime l'autorité. J'aime les règles. Quand je me regarde... Quand je me regarde dans le miroir, je vois quoi? Oui, qu'est-ce que tu vois quand tu regardes dans le miroir? Ça va être turbo triste. Ah, OK, mais je t'écoute. Turbo triste. C'est la première fois que j'entends ça. Non, je sais pas si ça va être turbo triste, mais... Moi, je fais... Puis là, je vais peut-être perdre la crédibilité en disant que je fais quelque chose puis je suis pas capable de dire le vrai mot ce que je fais. De la dysmorphie. Oui, c'est-à-dire que ce que tu vois, c'est pas ce que t'es. Ouais. OK. Je vois quelqu'un de différent chaque jour. Je sais pas si j'aime cette fille-là à chaque jour. J'ai beaucoup de problèmes d'estime. Mais il y a quelque chose qui revient tout le temps. Puis c'est comme mon enfant intérieur. Comme la petite Liliane, genre. La Liliane très joueuse, celle qui veut jouer. Puis je te dirais que c'est vraiment... ça revient beaucoup en thérapie pour moi. Ça revient beaucoup dans mes introspections. C'est pas... Puis quand je te dis ça revient pas de façon nécessairement intuitive. Je vais la chercher, là. Tu vas rechercher la petite poupée qui est dure, là, celle qui est ton essence. Ouais. Parce que, tu sais, les poupées russes, Ouais. Tantôt, tu as parlé de poupées... Mais tu sais, on monte des fois la plus grosse. Le noyau d'olive, là. C'est ça. Ouais, exactement. Ouais. Tu as besoin de te reconnecter à ta petite poupée. Ouais, vraiment, parce que moi, je m'ennuie vraiment de cette Liliane-là, insouciante, très légère. Je me souviens d'une Liliane comme ça, qui a pas de... qui a pas de chaîne, qui a pas de boulet au pied. Je me considère quand même libre d'envie, mais j'ai aussi quand même des freins qui ont des fois été extérieurs, dans le sens pas tout le temps moi qui m'ai auto-mis ces freins-là. Est-ce que tu t'en souviens quand ça a changé? Ouais. Ouais, je pense qu'il y a 4 grands événements de ma vie, de ce que je pense, mettons, actuellement. Il y a la séparation de mes parents. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 8, 9 ans. Okay, t'étais au primaire, t'étais Ouais, petite. Là. 5e année, genre. Ouais. Puis ça a été une séparation à plein niveau parce que moi, j'ai un frère jumeau. Puis mon frère jumeau, il est extrêmement important pour moi. Puis je dis frère jumeau, mais je pourrais dire petit frère aussi, tu comprends? Je suis sa grande sœur. Mais vous êtes nés en même temps. Ouais. Mais la relation, je suis sa grande sœur. t'es le lead. C'est toi qui... Oh my God. Isaac, comme donné, il y a eu une... Il va haïr que je dise ça, mais
I'm gonna say it anyways. Zach, à un moment donné, il y a eu une contravention de jaywalking. Tu sais, quand tu traverses, t'as pas le choix. Ouais. Je l'ai payé. Il y avait pas d'argent pour, j'étais comme, Mommy's gonna take care of it. J'y ai payé sa contravention. C'est comme... Il y a comme un peu ce... Je sais pas, ce sentiment maternel avec Zach. Il apprécie pas ça nécessairement. Je dirais que c'est plus fort que moi. On dirait que je veux prendre soin de Zach. De ton frère. Parce que quand mes parents se sont séparés, quand je dis que c'était une séparation à plusieurs niveaux, c'est que Zach, à ce moment-là, il a doublé sa 5e année au primaire. Puis, tu sais, parce qu'on est jumeaux, on se suivait tout le temps dans nos classes. On était tout le temps ensemble. Puis c'est précieux, ça, pour des jumeaux, de toujours avoir l'autre. Tu comprends? C'est littéralement une présence inconditionnelle, là. Tu comprends? Ça fait partie de toi. C'est comme une extension de toi. À 100%. À 100%. Puis même qu'aujourd'hui, c'est prouvé, les enfants jumeaux, quand ils sont séparés à la naissance, là, mis dans des lits différents directement à la naissance, le stress que ça met sur l'enfant, c'est vraiment énorme parce qu'ils sont habitués d'être tout le temps collés. Ouais. Même dans la bédaine. De partager l'espace, hein? Oui. De partager l'intimité. Oui, mais surtout de recevoir le contact aussi. Hein? Tu sais, la Ouais. maman, elle sent les petits coups de pied, nanana, mais les bébés ensemble aussi, ils se sentent. Puis ça, tout de suite, pendant la grossesse, c'est un lien qui est ressenti par le fœtus puis par le bébé, genre. Fait que c'est très puissant, les relations jumelles. Puis le fait que mes parents se séparent, que mon frère double sa 5e, puis que moi, j'aille en 6e, puis que l'année d'après, je fasse le saut vers le secondaire, puis que Zach est encore en 6e année. Ça a vraiment créé ce fossé-là, genre, puis c'est comme si ça m'a fait vieillir d'un coup. Tu comprends? La séparation de mes parents, ça m'a fait vieillir. T'avais 2 séparations en même temps. Ouais, ben oui, définitivement. T'sais, après, je suis sûre qu'on peut creuser, là, puis en trouver de toutes sortes, là, mais c'était quand même particulier. Parce que t'étais séparée de ton frère par l'année scolaire. Ouais. Est-ce que t'avais jamais été depuis ta conception, là? Ben non, jamais. Jamais. Puis, je me souviens, le secondaire, c'était tough, tu sais, comme Zach faisait des devoirs de 6e, puis moi, je faisais des devoirs de secondaire 1. T'sais, on marchait plus ensemble pour aller à l'école, on dînait plus aux mêmes heures. Tu sais, comme, on était tout le temps ensemble. Puis là, d'un coup, j'ai d'autres amis, d'un coup, lui a d'autres amis. Puis en plus, tu sais, j'imagine qu'avec une séparation comme ça, t'aurais eu encore peut-être besoin plus d'être avec lui. À 100%. Tu sais, dire au moins ça, la stabilité. Ça, c'est resté, tu sais. Tu sais, c'est ta stabilité émotionnelle aussi. Oui. Mais non, fait que ça l'a cassé. Puis j'ai aussi un grand frère qui a 4 ans de plus que nous, puis Gab, à cette époque-là, tu sais, il était full-on adolescent fumé de pot, là. Fait que Gab, il était comme, pas hors du portrait, mais, tu sais, lui, il avait l'âge de prendre son vélo puis s'en aller, là. Tu comprends? Ouais. Fait que c'est comme si tout a un peu... Ouais, tout s'est fragmenté en même temps. Moi, je m'ennuie de cette fille-là avant ça. Genre, insouciante, qui a pas à se questionner sur son frère, est-tu correct, ses parents, ils vont arrêter de se chicaner, tu sais, tout ça, là. Ça, je m'ennuie de cette petite fille-là. Après, autre chose, tu sais, quand j'ai nommé les 4 moments, là, il y a séparation de mes parents. Il y a... j'étais dans une relation abusive. Tu l'as peut-être lu. Oui. Ouais, j'ai été dans une relation abusive, puis ça m'a changé. Ça m'a vraiment changé, puis je pense qu'il faut que je fasse le deuil avec la Liliane qui était avant. Ça l'a changé. Est-ce que ça t'a enlevé ta capacité d'émerveillement? Ah, 100%. C'est ça que ça fait souvent? Mais oui, hein, ça a éteint. C'est une bougie... Mais là, ce que je comprends, c'était quand même quelques années. Ouais, c'était 6 ans et demi, 7. Puis cette personne-là était très importante pour moi parce qu'au départ, c'était mon meilleur ami. Tu sais, on a été proches avant de tomber amoureux puis que ça se transforme, tu sais. Puis c'est tout le temps bien particulier parce que il y en a des beaux moments, tu sais. Puis même au moment où je t'en parle puis je te dis qu'il y a eu des moments difficiles, je suis comme, il faut qu'elle sache qu'il y a eu des bons moments puis il y a eu des moments où il était correct, tu sais. Mais c'est sûr parce que tu serais pas resté là. Tu sais, je veux dire, pour rester dans une relation toxique, abusive, ça arrive pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qui s'installe avec le temps. Mm-hmm. Mais avant que ça s'installe, tu as connu quelque chose d'autre, tu sais. On s'accroche à ça. Ben oui, c'est ça. C'est parce que tu t'accroches au beau moment que tu as eu puis tu penses que ça peut revenir. Mm-hmm.
Puis des fois, ça revient. Fait que quand ça revient, tu te donnes raison d'être resté parce que t'es comme, je l'aurais pas vécu, ce beau moment-là. Il y a eu ça. Il y a eu... c'était pas avec cette personne-là, mais il y a eu une agression sexuelle après. Ouf. Ouais, ça l'a... Plus changé la personne que je suis que je pensais. Tu t'en es rendu compte après coup? Ben oui. Quand tu as voulu peut-être revenir en relation ou... Ben, ça m'a pris du temps de me souvenir qu'est-ce qui s'était passé. Parce que mon corps a vraiment genre... Je comprends. Tu as eu un choc. Ben oui. Mais une fois que j'ai réalisé ce qui s'était passé, je pense que là, j'ai réussi à mettre en lumière les comportements que j'avais normalisés après, tu sais. C'est-à-dire le désir de s'en les dire. Tu ne voulais plus plaire. Non. Donc, tu te mettais quelque chose sur le dos, là. Ouais. Tu disais que tu avais séduit. C'est que Ouais. tu voulais plus être dans cette posture-là. Je voulais plus pantoute être vue comme attirante. C'est tellement triste ce que je vais dire, mais j'étais comme, je veux pas que ça soit moi la personne choisie. Je veux pas que ça tombe sur moi. Mais je veux pas que ça tombe sur personne. Je veux pas que ça tombe sur une autre fille. Je veux pas que ça tombe sur un autre gars. Là, t'étais en survie, là. Ouais. Mais... Fait qu'à ce point-là, de dire « je ne serai plus désirable ». Ah non. Puis ça, j'ai trouvé ça triste parce que la beauté a jamais été quelque chose de central dans ma vie jusqu'à... Ben, je dirais pas central jusqu'à tout récemment, c'est pas ça. C'est que là, j'essaie de vraiment me réapproprier une sorte de féminité là-dedans, là, tu sais. Accepter que mes cheveux soient beaux, vouloir que mes cheveux soient beaux, me maquiller, mettre du rouge à lèvres. Là. En ce moment, j'en porte un peu. Avant, j'aurais jamais mis ça. Jamais. J'aurais jamais mis ça. Tu n'aurais mis avant l'agression? Mais avant l'agression, j'étais jeune quand même. Tu sais, genre... OK. Ben, jeune, j'étais début vingtaine. Ben, très, très début vingtaine. Mais ça t'a éloigné de ta féminité. Ah, à 100%. À 100%. Je voulais plus être femme. J'étais comme, je voulais plus. Je voulais juste... Je savais même pas que je voulais être. Tu te mettais où dans ce temps-là? Quand tu veux plus être ce que t'es? Hey, tu te mets dans des vêtements amples, tu te mets en hoodie, tu tires ça pour pas que tes seins paraissent. Tu veux t'effacer, ben tu cries à l'intérieur, tu sais, t'es en crise, là, une crise silencieuse. Est-ce que t'en as parlé à des gens? Oui, mais quand même longtemps après. Je voulais comme pas que ça soit... je voulais pas qu'on... Je sais pas. Tu voulais pas être une victime? Ouais, il y avait peut-être de ça. Je pense que c'était inconscient parce qu'aujourd'hui, de dire je voulais pas être une victime, on dirait que c'est ce que je suis, fait que je vais être une victime. Ouais. Mais ouais, c'est comme si je peux être une victime, mais j'étais comme je voulais pas me victimiser. C'est ça. Tu comprends la nuance? Oui, puis tu te mettais un bout de responsabilité où je pense. À 100%. C'est ça aussi. À 100%. Fait qu'il y avait peut-être c'était pas clair. Ouais. C'était quoi ta position? C'est comme si tu te mettais une part de responsabilité dans ce qui t'est arrivé. Mais après, tu sais, quand j'y repense, je suis comme... C'est pas ça. Il y avait pas de moment où c'était pas clair, tu sais. Tout était clair. Mais c'est encore des moments tellement importants, tu sais, puis même dans la relation abusive, tu sais, des moments qui arrivent à vraiment te faire douter de ton ressenti. Puis ça, là, c'est encore un travail que j'ai aujourd'hui, là, d'essayer de comme, OK, comment je me sens, puis non, comment que je me sens, c'est correct, puis je devrais juste me raccrocher à mon ressenti. Mais ça, c'est des travails de toujours. Mais à cette question-là, tu dis, ça dépend des jours. Je vois pas toujours la même Liliane. Mm-hmm. Qu'est-ce qui influence ça? Je sais pas. Qu'est-ce qui influence ça? Tu sais, aujourd'hui, par exemple, est-ce que tu as vu... Quelle Liliane t'as vu aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est une bonne journée. Ben, j'ai vu une Liliane qui avait envie de se mettre belle. Fait qu'elle s'est mis belle. Mais après, tu sais, tout de suite, je suis comme, mais qu'est-ce que les gens vont penser sur le fait que je me suis mis belle? Mais tu sais, se mettre belle, tu sais, il y a peut-être du monde qui nous écoute en ce moment et sont comme, ben correct, Lily. Mais pour moi, je me suis comme arrangée, genre, c'est comme le droit... T'as pris soin de toi aujourd'hui. Ouais, c'est comme de se donner le droit de s'arranger. On dirait que je me donnais pas ce droit-là. Mais s'arranger, c'est prendre soin de soi. Ouais. C'est se mettre de l'avant. Ouais. C'est accepter qu'on se
d'exister aussi. Ouais. Tu sais, c'est... Mais ce qui est fucking paradoxal aussi puis contradictoire avec ce que je fais dans la vie, c'est-à-dire je monte sur scène, puis je parle, puis au final, c'est comme, ben, regardez-moi puis écoutez-moi. As-tu l'impression que tu es dans une zone protégée quand tu es sur scène? Ouais. Ça t'appartient. Ouais. Il n'y a personne qui peut arriver là. Il n'y a pas d'abuseurs qui peuvent arriver sur ta scène. Non. Là, tu peux être pleinement. Non, parce que j'ai une armée de fans en avant qui... Tu sais, j'ai vraiment une belle communauté là, du monde. Ouais, je suis vraiment fière d'être allée chercher ce monde-là. Est-ce que tu penses que c'est l'endroit où tu es le plus protégé dans ta vie sur scène? C'est tellement une bonne question. Je pense que oui, mais c'est aussi l'endroit où je suis le plus vulnérable. Tu sais, dans le sens, j'exerce ma passion, mon métier devant le monde, fait que c'est beaucoup de vulnérabilité. Tu sais, c'est de montrer le travail abouti, mais c'est aussi d'être comme... Est-ce que t'aimes ton assiette? Tu sais, comme, tu le sais pas. Allez-vous rire ou pas? Allez-vous, ouais. Tu sais, heureusement, la réception est super bonne, fait que le monde sont crampés, mais ouais, je te dirais que c'est peut-être la zone où je suis le plus protégée, mais la plus vulnérable aussi. Tu comprends? Mais quand tu arrives sur scène, tu te sens comment? Super bien. À ma place, pas stressée. Donc, d'être dans une zone de vulnérabilité, t'es quand même bien. Ouais. Ce qui te met des fois dans un état plus périlleux, c'est quand tu te sens en danger. Ouais. Alors que là, tu te sens pas en danger. Non. Tu fais juste te montrer Non, tel parce que que je suis tu en es. contrôle. Tu comprends? Ouais. Tu contrôles ta scène, tu contrôles... Mais je pense que la scène, c'est très salutaire pour plusieurs personnes qui en font. Ah, c'est clair. Ben oui. C'est comme un endroit qui t'appartient, puis les gens qui viennent, c'est pour te voir. Ouais. Ça fait que dans le fond, ça t'a aidé, la scène. Oh my God, à 100%. À 100%, Toréador. Tu sais, les trucs que j'aborde avec toi en ce moment, c'est des choses qui sont frôlées dans Toréador. Là. Il y a comme un moment pivot dans le show où j'aborde le fait que j'ai été dans une relation abusive. Puis il n'y a pas tout le monde qui est au courant de ça. Je pense que j'ai des fans qui consomment vraiment ce que je fais, puis qui écoutent les podcasts, puis qui m'entendent en parler. Mais il y a des curieux là-dedans qui le savent pas. Puis pour eux, je pense que c'est un choc. Je pense que Toréador a été vraiment une renaissance pour moi. Un accouchement. Accoucher le show, mais le show, c'est moi. Tu sais, c'était comme je m'auto-accouche. Là. C'est genre. Ouais. J'ai poussé ce show-là, mais c'est moi qui en ai sorti. Donc, quand tu lis les critiques, ça doit faire du bien. Tu sais, quand ça vient de toi. Ouais. Parce que moi, j'ai rien lu de négatif, là. C'est pas que j'essayais de le trouver absolument, mais tout ce qui m'arrivait, j'étais OK, mais il faut que j'aille voir ce spectacle-là. Là, j'étais en train de manquer quelque chose. Là. Ben, c'est gentil. C'est gentil. C'était super important pour moi qu'un premier show soit aussi personnel, je pense. Puis c'était pas parce que je suis rigide dans le travail ou peu importe. Je pense juste que je savais tellement où ce que j'allais. J'ai beaucoup appris dans le processus, là, la rigueur du travail, tout ça, c'est vraiment venu de monde en orbite autour de moi. J'étais pas aussi assidue dans le travail. J'avais une façon très instinctive de travailler qui était pas comme, tu sais, disciplinée. Là. La discipline est arrivée quand même tard dans ma vie puisque c'est lié à un TDA fort, tout ça. Je pense que oui. Mais j'ai vraiment appris des nouvelles façons de travailler qui ont fait bénéficier le show for sure, tu sais. Mais je suis très flattée que tu dises que t'as envie d'aller le voir. Ben oui, puis tu sais, ton affiche, là, ouais. t'es extrêmement féminine, là. Ouais. Habillée en rouge, ouais. T'es magnifique, là, sur cette affiche-là. Donc, c'est aussi, quand tu dis, c'est très personnel, mais en même temps, c'est un cheminement. À 100%. Mais tu sais, moi, au début, j'alternais entre qu'est-ce que je veux pour mon affiche, veux-tu quelque chose de vraiment raw, puis tu sais, le monde sur mes réseaux sociaux, ils me voient en train de me, tu sais, je sais pas si t'as écouté quelques vidéos, là, mais c'est comme... J'en ai écouté t'as un papier d'aluminium sur ouais, la tête c'est ça, avec... mais oui, je me déguise, c'est ça. Je suis conspire, dans le fond. Mais ils me voient très... tu sais, naturel. Ouais, naturel chez toi. Ah, mais très décomplexé, puis je pense que pour Toréador, le fait d'avoir un rappel visuel là, de je suis capable d'aller dans cette zone-là tout habillé de rouge puis en étant fierce, pour moi, ça me rappelle d'être dans ce mindset-là, tu comprends? Fait que... c'est une réappropriation. Ouais, vraiment. Mais tu sais, je pense que les gens sont pas toujours au courant de toutes les... Tu sais, presque les Easter eggs un peu dans des shows. Moi, je suis vraiment une fille de symbolisme, puis c'est pour ça que le show s'appelle Toréador, tu sais. Moi, j'ai des racines espagnoles, fait que... Toréador est venu en épiphanie.
parce que je trouvais ça intéressant. Man, la comparaison entre un show de stand-up puis un show de torero, genre, dans une arène, qui sont, ben, ma grand-mère espagnole, genre. J'étais comme, man, dans les deux cas, t'as, ben, un interprète ou un torero. Dans les deux cas, ils vont devant une foule, dans un cadre de spectacle où c'est magnifié, genre, puis que tout porte au spectacle, puis les gens sont surpris, ou les gens applaudissent, puis les gens se lèvent. Ben lui, quand même, il est au milieu dans un huis clos, regardé par tous, puis il va être en train de gérer quelque chose de, entre guillemets, dangereux. Fait que, tu sais, au premier degré, c'est un taureau. Oui. Mais le stand-up, pour moi, c'était quand même d'aborder mon taureau, tu sais, puis mes affaires, puis les gens se doutent pas. En danger. Oui, c'est ça. Les gens se doutent pas toujours ben, des répercussions que moi je vais avoir de parler de ça soir après soir, puis après le monde pourrait peut-être même dire ouais, mais c'est un choix. Puis je suis comme oui, c'est un choix extrêmement conscient même. Là. Mais sauf que tant que tu l'as pas fait, tu peux pas savoir. Ouais, non, c'est ça. Ça, faut que tu le vives. C'est ça. Fait que, tu sais, d'être mon propre torero, puis de dompter mon propre taureau. Puis c'est quoi la bête? Je suis-tu la bête? La bête, c'est-tu mon ex? C'est quoi? C'est qui la bête? Genre, faut-tu vraiment que je la tue, la bête? Non, faut-tu juste que je la laisse? Tu sais, comme... Ouais, puis même sur scène, j'ai des petits souliers. En fait, comme j'ai ce soir, mais c'est sûr que j'ai des talons hauts, là. C'est des petits... c'est des tabis. Ah, oui. Fait que c'est comme des petits sabots. Puis je suis comme... Pour moi, c'est un clin d'œil de... Oui, je suis celle en contrôle, je suis le torero, mais je suis aussi la bête des fois. Puis c'est intéressant. Les deux doivent cohabiter. Donc, t'as pensé beaucoup, là. Il y a beaucoup de réflexion, oui. là. Ah oui. Puis pourquoi tel? Puis le show, c'est vraiment une... Je donne vraiment une clé au public de comprendre pourquoi je suis autant dans l'autodérision. Pourquoi je suis autant dans l'autodérision. J'aime ça. J'aime tout ce que tu viens Mais de c'est dire. très profond. Moi, je suis mais de ce genre. Mais vraiment très profonde. Je suis de ce genre. Mais tu sais, on va poursuivre un peu dans le même sens. Quelle importance accordes-tu au regard des autres? Parce que ton regard sur toi est dur. Mm-hmm. Alors, quelle importance accordes-tu maintenant aux autres? Ben, j'accorde beaucoup d'importance au regard des autres. Je suis pas nécessairement fière de ça. Fière. Non. Je suis pas nécessairement fière de ça. J'aimerais ça être plus autonome. J'aimerais ça m'en crisser plus. J'ai vraiment de la misère. À quel moment ça te dérange le regard des autres? J'ai envie de te dire à plein de moments. C'est que tu y penses, Ouais. Ça peut être un commentaire. Oui. Est-ce que ça peut être, des fois, pas de commentaire, mais tu imagines le commentaire? Oui, oui. Puis ça, c'est propre à le PTSD, le choc post-traumatique crée ça, là, de ruminer puis d'aller un peu... ben pas exagérer, mais d'aller prêter des intentions au monde, là, genre à me regarder de même parce que... si le monde m'haït. À un moment donné, j'ai dit à ma psy, j'étais comme... À un moment donné, tu vas peut-être te rendre compte que, genre, je manipule tout le monde, puis que je suis pas vraiment une bonne personne, puis c'est comme, ferme ta gueule. Ça, c'est des symptômes de OCD. Tu connais le OCD? Non. C'est... Je sais même pas c'est quoi le terme en français. Moi, peut-être je le connais en français, mais en anglais, ça me dit rien OCD. C'est pas PNL, là. C'est quoi ça? Ben, PNL, c'est le mouvement des yeux. C'est pas ça, ça n'a pas non, rapport. Ben PNL, c'est la thérapie. Oui. Mais OCD, c'est quoi? L'OCD... Je vais faire la recherche, ça te dérange-tu? Ben non, on y va. On veut qu'on... Ben c'est sûr qu'on va avoir des questions, c'est quoi OCD, là? Mais c'est fou les ramifications d'un choc post-traumatique, hein? Ah oui, mais c'est un choc post-traumatique complexe. Et qui a duré longtemps. C'est-à-dire que t'as été longtemps là-dedans. Oui. Trouble mental caractérisé par des pensées intrusives et incontrôlables. Donc, ça, c'est après... C'est le trouble obsessionnel compulsif. OK, ben oui, là, comme le TOC, oui, c'est pas oui. des TOC. C'est ça. Oui, en fait, c'est des TOC, mais c'est pas des tics. Il y a des gens qui ont des tics. Et toi, ça part de ce que les autres pensent? Ça va se manifester dans ce que les autres pensent. Ça part de l'anxiété, donc ça va se manifester dans ce que les autres pensent. Je vais pas décrocher sur le fait que, dans le fond, je suis pas bonne, puis le monde m'aille. Mais tu y crois vraiment que t'es pas bonne quand tu le dis? Ben oui. C'est vraiment... J'ai deux affaires à l'intérieur de moi. J'ai vraiment quelqu'un qui est comme
t'es à chier. J'en ai une autre qui est comme, mais non, mais tu travailles tellement fort, t'aurais pas ça qui t'arriverait dans ta vie. Si tu travaillais pas fort de même, t'avais du talent. Mais après, je suis comme, C'est le but, c'est de faire taire cette deuxième voix-là. Ouais. Celle qui dit que t'es pas bonne. Je sais. Mais justement, j'en parle dans Toréador, dans cette petite voix-là. Ça, c'est celle-là qui est forte. Qui a des journées plus fortes que d'autres. Ouais. Est-ce que c'est dur de vivre avec toi? De partager ton quotidien? Est-ce que ça te fait du bien de partager ton quotidien? Ben oui. Je suis quelqu'un de très, très, très social, mais qui a besoin d'indépendance, mettons. Là. Mais oui, je suis très facile à vivre. Je te dirais même que c'est la première chose que ma famille te dirait à propos de moi, que je suis facile à vivre. Parce que tu es une jumelle aussi. Tu sais, on dirait que des fois, les jumeaux sont faits pour être à deux. Oui, puis ma psy me disait ça, en fait. C'est tellement intéressant. Je me souviens avec ma psy de dire, comme, voyons, c'est quand que je vais remplir ce puits-là à l'intérieur de moi, ce puits sans fond. J'étais comme, je sais même pas c'est quand que je vais commencer à m'aimer, genre. J'étais comme... Je me souviens d'être découragée, genre. En début d'année, j'étais comme... Fuck, comment j'y arrive? J'ai l'impression d'essayer, puis comment ça, j'ai l'impression de faire 2 pas en avant, 3 derrière. Tu sais, je sais que j'avance, mais on dirait que j'avance pas aussi vite que je voudrais par rapport à ma propre estime. Puis elle était comme... C'est intéressant ce que tu dis, parce que souvent, les jumeaux ont ce sentiment de puits sans fond à l'intérieur d'eux, parce qu'ils ont toujours grandi avec ce fantasme-là, en quelque sorte, d'avoir un amour inconditionnel. Puis ils cherchent cet amour-là à l'intérieur d'eux. J'étais comme crime. Ah, ça se comprend. Puis est-ce que, tu sais, dans Big Brother, vu que t'étais confiné avec d'autres, est-ce que ça te rassurait? Est-ce que ça faisait taire cette voix-là dans ta tête? Je ne dirais pas que ça la faisait taire, parce qu'elle allait se coller sur autre chose. Elle allait se coller sur genre, mes confessionnaux sont-tu corrects? Je suis-tu drôle? Je parais-tu bien? Tu sais, comme, il y a quand même de ça. Mais je te dirais que parce que j'avais moins le regard sur le résultat, mais ça me faisait moins anticiper ce que je faisais, parce que j'étais comme... Faut lâcher prise. Ouais, il fallait lâcher prise. Mais t'étais très drôle dans les confessionnaux. Ben là, c'est gentil. Mais c'est ça. Donc, ton défi, c'est peut-être de lâcher prise. À 100%. Puis que cette petite voix-là arrive de moins en moins. Parle moins fort. Je pense qu'elle va toujours parler. Elle va toujours parler, mais il y a des fois où est-ce qu'elle parle avec un mégaphone, puis il y a d'autres fois où est-ce qu'elle chuchote, puis je suis comme, c'est qui a dit ça? Tu sais, comme... Aujourd'hui, elle parlait pas super fort. Puis c'est comme, faut que j'accepte ces journées-là où des fois, elle va parler plus fort. Puis si elle parle plus fort, je dis de fermer sa gueule. Mais c'est au moins de le reconnaître. Avant, je pense que je la reconnaissais pas, cette voix-là. Je pensais juste que c'était la mienne. Oui, c'est ça. C'est ça. C'était la vérité. Ouais. Alors que là, tu peux remettre ça en question. Je peux remettre ça en question. Mais ça prend du temps. Ça prend de la thérapie, parce que, ben, pour moi, ça prend de la thérapie. Des gens qui nous écoutent, peut-être que ça leur prend pas de la thérapie, mais je suis très pro-thérapie. Là. Je suis très pro, genre, parle avec quelqu'un de tout puis de rien, puis cette personne-là va trouver les patterns. On dirait qu'avec ce que tu as vécu, là, tu sais, abus sexuel, abus psychologique, c'est beaucoup de choses. C'est junkie. Tu sais, quand tu parles de thérapie, c'est certainement... je suis une bonne candidate. Ben, t'es une bonne candidate. Mais c'est parce que c'est beaucoup de couches, là, ce que tu viens de dire. Ouais, mais c'est surtout des trucs aussi qui... C'est des traumas qui fit bien dans le sandwich, là. C'est des traumas qui s'aident un peu entre eux. Tu comprends? Parce que ça remet en question le ressenti. Est-ce que c'est facile pour toi de te laisser aimer? Non. Ben non, je vais douter à chaque seconde. Ça prend du temps. Avant que je croie vraiment que mon partenaire m'aime, là, ça prend vraiment du temps. Parce que je suis comme, who could? Qui pourrait vraiment? Tu comprends? Parce que tu te remets en question. Toi, c'est pas l'autre que tu remets en question. C'est toi. Non. C'est ça, c'est pas l'autre. C'est jamais les autres. C'est jamais les autres. J'ai pas de problème avec les autres, j'ai un problème avec moi. Puis je sais que c'est même bizarre. Ben, je veux pas te donner des intentions, mais c'est peut-être bizarre pour toi d'entendre ça, considérant la fille autant bubbly, genre, que t'as vu à Big Bro, tu sais, comme qui peut paraître aussi confiante, genre. Non, mais moi, c'est ce qui m'intéresse dans l'humain. Justement, entre ce qu'on voit et ce qu'on est, il y a souvent des décalages. Tu sais, puis des fois, des objectifs, des quêtes de vie, ça va être la même personne dans ce qu'on voit et ce qu'on est, mais ça peut prendre une vie, puis peut-être qu'on n'atteindra jamais ce niveau-là. Tu sais, parce qu'on peut pas montrer
justement, cette petite poupée-là, on peut pas la montrer à tout le monde parce que c'est vraiment un grand état de vulnérabilité de se montrer comme ça. Mais il faut en avoir. Est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui savent exactement comment tu es? Ouais. Ben ça aide, c'est Mais oui. sûr. Là, tu peux te déposer. Oui, non. Puis même dans le partage de ce que je vis, ça a vraiment été un processus là, je pense d'apprendre à en parler. Ça vient avec le privilège d'avoir une tribune aussi, puis de me dire, genre, tu sais jamais ça va être quand le déclic pour telle personne. Il y a peut-être du monde qui écoute ça en ce moment qui sont comme, hey Chris, moi, ma voix, dans le fond, la voix dans ma tête, c'est peut-être pas la vérité, tu comprends? Je crois vraiment à ça, là, au partage de ce qui se passe pour s'aider soi et aider d'autres. Mais dans ma famille, mais tous les membres de ma famille sont... Non, je montre vraiment plus qui je suis dans toute la laideur. Tu sais, en ce moment, je te montre ça. Tu comprends? Mais moi, je trouve pas ça laid, là. Je trouve ça... Non, je sais, mais c'est je comprends, laideur au mais sens... c'est-à-dire que tu montes tes parts d'ombre. Oui, je comprends. C'est des parts d'ombre. Mais je suis pas du genre à cacher mes parts d'ombre. Mais tu fais bien parce que c'est être soi. Tu sais, les parts d'ombre, ça fait partie de qui on est. Tu sais, on n'est pas juste... Tu sais, qu'est-ce qu'on reproche aux réseaux sociaux? De montrer que du beau. Tu sais, montrer des images de vacances, tu vas pas montrer celle où tu t'es pogné avec ton chum, tu vas montrer celle où tu bois un verre de vin sur le bord d'un coucher de soleil, puis tout va bien. Puis là, les gens disent, ben moi, ma vie, c'est pas ça, j'aimerais que ce soit ça. Puis on reproche ça présentement. On est dans un univers où tout semble beau. Mais de parler je veux pas dire des vraies affaires, mais de parler de la vie en 3 dimensions, c'est qu'il n'y a pas juste cette dimension-là de l'extraordinaire. Tu le vis aussi. Si tu montres des stories de toi sur scène, des gens qui applaudissent, tu comprends, on est wow! Mais si on écoute un extrait de ce que tu viens de dire, on dit OK, il y a ça aussi. Ça fait partie de ce qu'on voit sur scène. C'est tout toi partout. Donc, mais c'est pour ça que je pense que c'est important pour moi. Oui, Ouais, non, je tourne pas les coins ronds, là. Je suis comme, you wanna know? Well, je vais te tu vois, moi, je savais pas tout ça. C'est beaucoup de choses. Non, non! C'est trop! C'est trop, on arrête. Non, c'est pas trop, mais j'aime la façon que t'en parles parce que c'est déjà un grand cheminement d'en parler. Parce que je pense pas que t'as toujours parlé de ça avec autant d'aisance non plus. Non. Tu sais, t'es en thérapie, t'as fait du cheminement et ça paraît. Donc, t'es capable de prendre un dégagement. Est-ce que c'est derrière toi? Non. Est-ce que ça le sera? On le sait pas. Mais c'est clairement pas juste dans toi. T'es capable maintenant d'en parler. C'est déjà beaucoup de sortir de soi. Il y en a beaucoup que ça reste là, tu sais. Mais je nous encourage à le sortir. Absolument. Je vais en prendre 4 du niveau jaune, 4 cartes. 4 cartes. Et je vais te les lire. Tu vas en choisir une et je vais encore en choisir une au niveau jaune. Ah, mon pire cauchemar. Et après ça, j'en choisis plus. Ça sera ma dernière. C'est tout moi qui choisis les autres après? Oui. Après ça, j'en choisis une de chaque niveau. C'est pas si pire. Tu vas être correct. 4? Yeah! Merci. Je peux-tu lire ceux que j'ai pas pigés? Ah, tu peux lire celle que t'as pas pigée. Quel rôle à jouer? OK, c'est correct, je suis en paix. Vous le saurez jamais qu'est-ce qu'il y a sur ces... Il y en avait une belle là-dedans, en tout cas. Oui, il y en a une belle, je vais les dire. C'est écrit « Quel rôle a joué ta Abuelita dans ma vie? » Abuelita, c'est ma grand-mère. Puis que représente la scène pour toi? Puis on en a parlé un petit peu. On en a parlé un peu. Peut-être que ta grand-mère va revenir sur le sujet. Qu'est-ce que tu n'as pas reçu de tes parents et qui t'a manqué? Quel type d'amoureuse es-tu? En quoi c'est différent d'avoir un frère jumeau d'un frère non jumeau? Et comment décrirais-tu ta relation avec ta mère? Oh! Pouf! Wow! C'est un épisode sonore. Honey, that's chunky. Quel type d'amoureuse? Mais on en a parlé un petit peu. Tu voudrais-tu piger une des deux autres? Voudrais-tu aller piger dans tes cartes? Je sais plus! Ça, pas maintenant. Non, jumeau. Je pourrais répondre rapidement à n'importe quoi. Qu'est-ce que tu m'as dit de tes parents qui t'ont manqué?
C'est celle-là que tu choisis? Oui. Parfait. Moi, je vais en choisir une. Oh non! C'est vrai, j'avais oublié! Alors, qu'est-ce que tu n'as pas reçu de tes parents et qui t'a manqué? Oh my God. Maman, papa, je suis désolée. Je n'ai pas reçu de mes parents des outils de résolution de problèmes communicationnels. Moi, mes parents, quand ils se sont séparés, c'était le parfait bonheur avant. Puis, tu sais, c'est vraiment, ça l'a ajouté à, mettons, le clash de séparation. Là. Tu sais, moi, on n'a rien vu venir. Là. Comme rien. Là. Genre, ça l'a chié d'un coup. Puis, tu sais, je sais que quand même, 7-8 ans, t'es jeune, mais tu sais, comme, t'as assez... Tu le sais, là, quand ça se chicane, pis t'es comme, OK, je vais aller dans ma chambre, whatever. Moi, ça se chicanait pas. On vivait le parfait bonheur, là, genre, wow. Puis quand ils se sont séparés, ça l'a chié fort. Encore à ce jour que mes parents se parlent pas. Oh, puis ça fait longtemps quand même. Ça fait 20 quelques années. OK. Ça fait 20 ans. Ils se parlent pas. À un point où, moi, mettons, OK, il y a tel événement. Mettons, pour. Je pense que je vais en parler. Ça leur fera pas plaisir d'entendre ça, mais c'est la vérité. Fait que papa, maman, qu'est-ce que vous voulez? Je pense que je vais en parler quand même parce qu'il y a peut-être du monde qui vont se reconnaître là-dedans. Puis j'ai l'impression qu'on pourrait banaliser le poids que ça crée sur les enfants, ça. Une séparation de parents. Puis mettons, pour ma première, on a une première à Québec, on a une première à Montréal, mais j'étais comme, qui j'invite? Où? Parce que les deux pourraient pas être en même temps. Dans une grande salle, ils pourraient pas. Dans une Ben, salle de sais quoi? spectacle. Peut-être, mais moi, tout le long du show, je vais être comme, sont-tu corrects? Tu seras pas sur ta scène Non. complètement, je comprends. Tu comprends? Ouais. Fait que je pense pas que c'était parce qu'ils ont pas voulu nous donner d'outils. Je pense juste qu'il y avait pas le temps à cause de la séparation. On a eu une séparation vraiment complexe. On est allé en litige pendant 11 ans. Tu sais, c'était comme... C'était pas une séparation normale. Là. Il y a vraiment eu de la chicane, il y a eu des avocats. Ça a vraiment été quelque chose. Fait que mes parents avaient pas le temps de nous expliquer, OK, pourquoi maman et papa se sont chicanés comme ça? OK, pourquoi ci, pourquoi ça? Ça fait que tu comprenais pas, tu subissais, dans le fond. Ouais. Puis les 3 enfants, on était comme... Mais je sais vraiment que mes parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'il y avait. Puis quand t'es enfant, tu te dis... Tu t'imagines c'est quoi d'être adulte, puis t'es comme, mais c'est quoi des enjeux d'adulte? Là, j'arrive à l'âge où mes parents m'ont eu presque. Là. Ma mère m'a eu à 32. Je vais avoir 29. Tu sais, genre, à l'âge que j'ai, ma mère a déjà mon plus vieux frère. Puis si je me dis, OK, dans 10 ans, mettons, je suis ma mère, dans 10 ans, je me sépare, je comprends que mes parents... On dirait, maintenant, en étant adulte, je vois plus mes parents comme des parents, je les vois juste comme des adultes, plus vieux, avec des problèmes d'adultes. On dirait que je suis comme... Ouais. On dirait que maintenant, pour être une adulte, je comprends mieux comment les affaires peuvent chirer plus vite qu'on pense. Mais t'aurais aimé qu'ils s'assoient avec vous puis qu'ils vous expliquent ce que vous pouviez comprendre du litige qu'il y avait entre les deux pour provoquer tout ça. Ben, ils ont essayé, mais après, je pense qu'il y avait beaucoup d'émotivité là-dedans. Fait que je pense que les 3 enfants, ça nous a vraiment... Encore aujourd'hui, on fuit beaucoup le conflit. On ne crée pas de conflit. On va s'oublier dans des problèmes, justement, aux dépens de la bonne solution parce qu'on est comme, ben, on va prendre le chemin facile. Ça veut pas dire qu'on est dans le déni. On adresse les affaires quand il faut qu'ils soient adressés, mais tu sais, il y a des familles, des fois, là, que ça fait partie un peu de la routine là, de se pogner autour de la table, puis on parle de whatever, puis on n'est pas d'accord, puis ben, on se pogne. Moi et mes frères, là, on est comme... On aime... On vit mal avec ça. Tu comprends? Ouais. Ça a encore des impacts sur moi aujourd'hui, puis encore, ça fit dans la sandwich. C'est malheureusement un manque qui fit dans la sandwich de trauma, d'agression sexuelle, puis d'abus psychologiques parce que je m'oublie. Ça fait que je suis comme, ah, mais je veux qu'on règle le problème.
Je veux qu'on règle le problème. Fait que moi, qu'est-ce que je peux faire pour moi régler le problème? Fait que qu'est-ce que moi, je peux oublier de ma personne? C'est ça, toi, tu t'adaptes. Ouais, moi, je m'adapte. Ah, mais adapter à un autre niveau, là, c'est de Bien sûr. l'hyper-adaptation. Oui, là. c'est ça, tu es en suradaptation. Ah ouais, là. à fond, là. Puis, Donc, tu sais, tu t'oublies. Donc, ouais. ça veut dire que c'est difficile de savoir qui t'es vraiment. Ben, c'est ça. Fait que c'est vraiment, quand je te parle de sandwich, ça l'a adonné qu'il y a eu des éléments dans ma vie qui font que c'est un chunk qui fit bien ensemble, puis qui reste collé ensemble. Puis c'est tough d'aller dépogner ça. Puis c'est quand même un enjeu, ce que tu as dit, de faire en sorte que tes parents ne soient jamais réunis. Mm-hmm. Tu sais, quand tu as des affaires, des fois, tu vas inviter tes deux parents, tu Ah. sais, dans toutes sortes d'événements, Ah non, tu sais, non. dans les... Ah non, mais même au secondaire, tu sais, mon bal de finissant, j'étais comme, OK, qu'est-ce qu'on fait? OK, ma pipa, OK. OK, bon, là, c'est Pâques, on va où? OK, là, faudrait, tu sais, c'est encore ça, genre. Puis je sais que c'est pas un désir de mes deux parents. Là. Je le sais que c'est pas un désir, mais ça reste quand même que malgré que c'est pas un désir de leur part, que ça soit ça, c'est ça l'impact sur le quotidien. C'est ça la réalité en ce moment, tu comprends? Parce que si tu les invites, les deux, ils viendront pas. C'est ça? Si tu dis l'autre va être là, Hey, l'autre va être tu sais là. quoi? Si tu me poses la question, puis je suis comme, c'est tellement hors de question que je les invite en même temps que je suis comme, je sais même pas quoi répondre. Tu sais même pas si aujourd'hui, ils iraient les deux. C'est tellement hors de question que je te dise, ah ouais, je pourrais leur demander. Tu comprends? Je le ferais juste pas parce que je suis comme, ben non. Mais peut-être que c'est ça qu'il faut que je fasse. Mais t'aimerais-tu ça, les voir réunis? Pas revenir en couple, mais, Je le sais mais même tu sais, pas. enlever ce stress-là de dire, regarde, il y a une invitation, venez pas, mais c'est ça. Je pense pas. Parce que je vais checker ce moment-là, je vais être comme, qu'est-ce qu'ils regardent? Ils se parlent-tu? Ils se font-tu juste se regarder? Qu'est-ce qu'ils se disent pour la première fois? Parce qu'ils se sont jamais revus. Ben, non, ils se sont revus à l'épicerie, genre. OK, mais rien d'officiel, là. Oh! Ben, non. 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 Puis tu sais, là, j'en parle avec la légèreté. Mais je pense que les enfants de parents séparés, que c'est ça la situation, c'est juste ça. Comme c'est ça qui est ça, genre. Puis je sais même pas si on veut réellement que ça se règle parce qu'on est comme... Mais ça a quand même un effet secondaire. Ben, tu sais, je t'écoute, je te dis, c'est quand même complexe, là, parce que ouais. Mais c'est tellement normal. Parce que des fois, tu veux qu'ils soient là les deux, mais comment? Mais je suis passé ça. T'es passé ça. Donc, toi, c'est comme plus une possibilité. Ah non, c'est genre... non. À moins qu'ils t'entendent, ils disent, regarde, là, on aimerait ça y aller les deux en même temps. Hey, ça arrivera jamais. Ça arrivera jamais. Jamais. T'as fait le deuil de ça. Oh, ouais, puis les 3 enfants, je sais même pas si on s'est posé la question. Tu sais, on est comme dans un moment de nos vies où on se... Moi pis Zach, on a toujours été plus proches, mais avec mon grand frère, on était proches, mais en mode, ah, c'est mon grand frère. Puis je suis comme, hey. mais on essaie de reconnecter. On essaie de passer plus de temps ensemble. Mon frère, il est devenu papa. Il a mis au monde la petite Daphné, puis c'est le premier bébé de la famille. Puis ça c'est ton grand frère. Ouais, c'est mon grand frère. OK. Fait que ça nous a comme unis. Là, on a comme... Daphné est comme le soleil de nos vies. Là, puis ça, on regarde tout à la même place. Puis ça le fait qu'on... Ouais, on connecte un petit peu plus. Puis il y a beaucoup de moments où on en rit à cette heure, là, comme tout ça. Puis on est comme... What the frick? Tu sais, comme... Mais ça te fait-tu du bien de reconnecter avec ton grand frère? Oh my God, oui. Ça a été une grande peine de moins connaître mon grand frère. Puis à un point, là, à l'école de l'humour, on avait un exercice à un moment donné de créativité. C'était le cours de créativité qui était donné par Nadine Mathurin, qui est une prof exceptionnelle. Puis elle voulait, je sais pas, remuer des trucs à l'intérieur de nous par rapport à notre famille, d'où on vient, puis tout. Puis elle était comme, ben c'est un atelier, là, prenez une feuille blanche, puis dessinez les membres de votre famille. Puis comme, qu'est-ce qui vient? Genre, juste, moi, apprivoiser la créativité, puis j'avais pas eu de difficulté à dessiner mon père, ma mère. Puis tu sais, c'est tout ça qu'elle voulait étudier, genre, quel membre de votre famille vient en premier? Pourquoi vous le dessinez en premier? Tu sais, après, c'était un remue-ménage. Puis là, j'ai dessiné mon père, j'ai dessiné ma mère, j'ai dessiné Zach. Puis quand je suis venue à dessiner mon frère, je me souviens d'avoir fait comme le contour de sa face, un peu comme si je dessinais genre un début de BD, là, une face de BD. Puis je savais plus quoi mettre dans le milieu de la face.
Je me souviens d'avoir dessiné, genre, ses cheveux, puis comme un ovale pour sa face, puis un cou. Mais son regard, ça... Je me souviens d'avoir mis un point d'interrogation, puis je me suis mise à brailler dans le cours. Genre, tout le monde dessinait, puis j'étais... J'ai catché à ce moment-là à l'école de l'humour, puis c'était en 2021. 2020. À l'école de l'humour, j'ai catché que je connaissais pas mon frère. C'était mon frère, mais je le connaissais pas. Tu comprends? On se parle une fois de temps en temps, mais... Puis ça m'a fait réaliser que je m'ennuyais de lui, que je voulais pas ça, le deuil de mon frère. Je voulais pas ça. Je me souviens de me dire, je veux changer les affaires. Puis je me souviens de l'avoir appelé plus souvent, d'y dire que j'avais trouvé ça tough. Je veux qu'on se parle plus. Je t'aime. Puis Gab a jamais été quelqu'un de très dans le je t'aime. Puis tu sais, quand on se donne des caresses à cette heure, là, genre, tu sais, une caresse de frère, tu le sens quand il y a de l'espace, là. Tu comprends? Comme s'il veut pas sentir, genre, un peu les seins de sa sœur contre lui. Tu sais, comme juste... Mais moi, je fais l'effort de le prendre dans mes bras, tu sais. Je veux pas sentir ses Tu veux pas coups sentir de de vide. résistance. Je veux pas sentir ses coups de vide. Je veux qu'il me prenne. Tu comprends? Puis depuis pas longtemps, là, il me dit « je t'aime » en retour. Ben, il me disait « je t'aime ». J'étais « bye, Gab, je t'aime ». Moi, c'est... Master, c'est lui. « OK, bye, je t'aime ». Tu comprends? Parce qu'on dirait que c'est encore plus important le fait que c'est comme si vous êtes un noyau dur. Il n'y a pas de chicane entre vous. Là. Vous pouvez être les trois en même temps, en même place. Ben, des fois, on se pogne, mais après, on est comme... Oui, mais ça fait partie de la fratrie, tu sais. C'est ça. Mais cet amour inconditionnel-là, c'est précieux, là. Vraiment. Puis ton frère jumeau, lui, tu le vois souvent? Je le vois moins souvent, mais Zach, encore, c'est tellement... C'est mon seul qui vient de tomber à terre. Bon. J'ai pondu un œuf. T'as pondu J'ai pondu une brique. Zach, c'est spécial. C'est comme... Zach, il va toujours être en orbite autour de moi. Là. Des fois, on se parle pas pendant 3 semaines, puis on est comme, hey, on va-tu manger du homard? OK, tu sais, il y a pas de... Zach... Le temps est pas important. La ligne du temps est pas importante, là. Zach, il est là. Zach, je suis en moto, puis Zach, il a comme le petit ajout pour les chiens, là, puis il est à côté de moi dans la moto de même avec ses lunettes. Est-ce que tu es encore la leader du couple? Ben oui, avec Zach! Ouais. Oh, yeah. Encore aujourd'hui. I'm de maman, oui. Tout le temps. Mais oui. Je donne des fois mon linge comme... À un moment donné, je suis allée magasiner pour Zach. J'étais comme... Feras ce que tu veux. Toi, tu veux-tu des enfants? Ouais, moi, je veux des enfants. Je veux des enfants, mais je suis aussi ouverte à où la vie va me mener, tu sais. Puis je suis comme en paix. J'ai envie de me choisir. Puis pour moi, d'avoir des enfants, c'est pas nécessairement de faire un sacrifice de sa personne. Ben oui, c'est un sacrifice, mais c'est pas de sacrifier qui je suis. Mais j'en veux, mais je suis ouverte à où la vie me mène, mettons. Je comprends. Donc, t'es pas fermée à rien. Non. L'amour va se présenter dans ma vie quand même. Ouais. Quelle question? Là, tantôt, j'ai vu qu'il y en a que t'avais pas envie de répondre. Ouais, il y en a une que... Ça te tente pas. Si je te demande quel type d'amoureuse es-tu, ça te tente-tu de répondre à ça? Bon, je vais y aller avec celle-là. Oh my God, I'm the best. Je pense que je suis une bonne blonde. Je pense que je suis une bonne blonde quand que je me sens en sécurité. Puis pour moi, me sentir en sécurité, c'est pas genre « T'es où? Qu'est-ce que tu fais? » Tu sais, j'ai un partenaire en ce moment dans ma vie, puis j'ai 100% confiance en lui. Je suis pas une checkeuse de téléphone, je fais pas... je suis pro-indépendance, genre, fais tes affaires, je fais les miennes. Puis on se rencontre à la maison, puis on a notre cocon, tu sais. Puis je travaille beaucoup, fait que j'ai besoin de ça d'un partenaire, tu sais, quelqu'un qui est comme... Fais tes affaires, puis... Mais je suis très affectueuse et farouche en même temps. J'ai mes moments là où je suis comme... Il y a des moments que j'ai besoin de ma bulle. Puis là, maintenant, mon amoureux, il sait très bien c'est quand ces moments-là. Là. Mais sinon, je suis très... je veux beaucoup faire rire. Fait que je suis tout le temps en sketch. Tout le temps. Puis là, c'est drôle ce que je vais dire parce que tantôt, j'ai dit genre que le regard des autres, je donnais beaucoup d'accordance à ça. Je pense que c'est nuancé parce qu'avec Seb, mon chum, je vais faire des sketchs en public. Là. Puis parce que t'es bien avec lui. Dans le fond, son regard vaut tout le regard des autres. Ouais. Mais tu sais, je suis pas du genre à être comme...
Ah, voyons, là, t'as éternué fort, le monde nous regarde au resto. Tu sais, échapper de cours au resto, je suis comme, ben oui, j'ai échappé une tasse. Tu sais, je suis pas comme, oh non, le regard des autres, c'est pas ça. Je suis comme, je m'en fous vraiment. Mais ouais, Seb, je veux beaucoup le faire rire. Je suis vraiment généreuse. Fait que j'étais un petit peu cadeau quand même. Ouais, ton langage de l'amour, ça pourrait être ça. Ben, j'ai l'impression quand même. Je pense qu'il y a une priorité dans mon langage de l'amour, mais mon langage affectif. Mais je pense que je les ai toutes. Je suis très, très physique, mais je suis très dans le service aussi. Je suis beaucoup dans le temps de qualité. C'est quoi, là? T'aimes ça être en couple? J'aime ça être en couple avec la bonne personne. Mais je suis pas quelqu'un qui doit être en couple. Tu comprends? Je comprends très bien. C'est pas un besoin. Oh non, non, non. Mais est-ce que t'es tombée rapidement en amour avec lui? Ouais. Ouais. Il me faisait cramper. Il me faisait fucking rire, Seb. Puis, je suis vraiment du genre à être charmée par l'humour, là. Ah, je veux qu'il me fasse cramper, puis je veux le faire cramper. L'humour est vraiment central. Tu sais, j'aurais pu faire ça dans ma vie, être humoriste, mais quand même avoir comme je sais pas, un partenaire quand même mollo. Puis c'est avec lui que je peux être mollo, mais on est vraiment deux petits clowns. On se fait peur tout le temps. Tu sais, comme... On se donne un peu pas de break un à l'autre, genre. Ouais, mais ça doit te faire du bien, ça. Ouais, moi, je trouve ça crampant, Ben j'adore oui. ça. Ça ça t'apporte de la légèreté. Absolument. Mais même en amitié aussi, avec mes amis très proches, là, je suis comme... Mais je te dirais pas que je suis gossante, je suis très sensible en même temps. Tu sais, genre, quand on a des conversations très profondes, là, je tourne pas ces moments-là au sketch. Mais si on n'est pas dans des moments profonds, whatever, je vais gosser, là. Je vais... Je sais pas, ça me tente tout le temps de faire des sketchs. Puis j'ai une amie très proche avec qui on en fait souvent, qui est Pascal Marino. Tu l'as-tu reçu, Pascal Marino? Non, pas encore. Oh my God, Pascal est crampante, mais elle puis moi, elle fait ma première partie en ce moment de Toréador, puis quel cadeau de passer du temps avec elle, là, de faire de la tournée, puis de se promener, parce que on ferme pas nos gueules, là. Oh my God, on sort vraiment de l'une et l'autre comme le monstre bossu, là. Ouais. T'as du fun. T'as du Ben oui, plaisir. vraiment. Fait que, tu sais, puis même quel type d'amoureuse je suis, l'amoureuse que je suis est vraiment proche de l'amie que je suis. Genre, pour moi, de l'amour, c'est de l'amour, puis tu comprends? Ça vient avec la générosité Absolument. et de l'humour. Vraiment, vraiment. C'est ce que j'entends. Vraiment. Niveau rouge, Liliane, tu m'en donnes 3, tu vas en choisir une seule. Ah! Ouais. T'en choisis une seule de ce niveau-là. Mais tu m'en donnes 3, je vais te les lire. Je t'en donne 3. Yes. Ouais. Oh my God, baby girl. Merci. Quel est ton rapport avec la mort? Ah! Est-ce que tu t'es déjà rendu au bout de tes limites physiques ou psychologiques? Oh! Puis, quelle est ta définition d'une relation toxique? T'en choisis une seule? Hey, c'est pas des farces, hein, ce podcast-là. Non, c'est ça, c'est... Sacramento! J'en choisis une! Ouais. Toi, t'en choisis... Non, j'en choisis plus, c'est fini. C'est juste toi. Ben, j'ai jamais parlé de mon rapport avec la mort, mais ça se pourrait que ça soit dark aussi. Les bouts de ma... Mais ça... Hey, on est dans du... C'est quoi l'autre que j'ai pas pris? C'est quoi? Veux-tu la lire? Quelle est l'épreuve qui fut la plus difficile à surmonter? Bon, on est pas mal. Hey, on est dans le thème, hein? OK! On est dans le niveau rouge. Oh my lord! OK, je vais te parler de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, pourquoi je prendrais tel ou tel. Le rapport avec la mort, je trouve ça vraiment intéressant parce que je pense qu'on en parle moins. Mais ce moment du podcast va être très embryonnaire, dans le sens... Je vais peut-être dire des choses que je vais avoir mis en phrase pour la première fois de ma vie, tu sais. Ça peut être intéressant, mais ça se pourrait que ça soit fucking décousu puis contradictoire. Est-ce que tu t'es déjà rendu au bout de tes limites physiques ou psychologiques? Ben, je pense que oui, parce que là, j'ai un choc post-traumatique. Ouais. Fait que je pense que mes limites ont été atteintes le moment où c'est devenu un trauma. Fait que oui.
Puis qu'est-ce qui définit une relation toxique? On dirait que je suis comme celle-là, j'ai aussi envie de l'apprendre parce que tu sais jamais c'est quand quelqu'un qui vit de la toxicité va comprendre qu'il en vit. Fait que j'essaie tout le temps un peu de saisir ces moments-là pour en parler, pour que s'il y a des auditeurs qui nous écoutent, qui catchent à ce moment-là, tu sais. Ouais. Je pense qu'on va y aller pour la mort. On va parler de ça, mais rapidement, ma définition d'une relation toxique, c'est la seconde où tu t'oublies. Ne serait-ce qu'une goutte d'oubli, la seconde que tu t'oublies. Que l'autre devient plus important que toi. La seconde. La seconde. Quel est ton rapport avec la mort? Ouais. C'est quoi ton rapport avec la mort? C'est quoi, toi, ton rapport avec la mort? Mon rapport avec la mort, on dirait que... J'aurais pu faire ça depuis le début du podcast. T'as posé la question! Mais en fait, je pense qu'il évolue mon rapport avec la mort. Tu sais, j'ai accompagné ma mère. Je sais pas, moi, ma mère, elle voulait pas mourir. J'ai trouvé ça dur de voir quelqu'un se battre autant, alors que, tu sais, on était aux soins palliatifs, là. C'était clair que ça a été confrontant pour moi parce que des fois, je vois des gens qui acceptent cette étape-là. Puis je trouve que c'est plus facile pour ceux qui restent quand toi, t'es prêt. Fait que je me dis, comment moi, je pourrais me préparer à ça? Je peux pas te répondre encore. Tu sais, moi, je viens d'avoir un petit enfant, un petit-fils. Il y en a un autre qui s'en vient. Puis au moment où je commençais peut-être à faire la paix avec ça, le fait qu'Henri soit arrivé, je suis revenue à quand j'ai eu ma première fille. Ah, mais je peux pas mourir. Je veux le voir grandir. Ouais, c'est ça. On dirait que j'avais plus ce besoin-là. Puis je me disais, mes enfants, tu sais, ils sont grands. Fait que si ça m'arrive, ben ils sont tous sur leur trajectoire. Puis... Mais là, on dirait quand il y en a un autre petit qui arrive, mais tu sais, un peu comme tantôt, tu parlais de Daphné. Tu sais, c'est comme tu as envie de voir ce petit être-là se déployer. Là, il marche, il commence à parler. C'est vraiment fascinant. Ça fait qu'on dirait que c'est difficile. Tu sais, il y a des gens qui disent, mais la mort, c'est le début de autre chose. Moi, je suis pas capable de dire ça, là. J'ai l'impression que c'est la fin de quelque chose et non le début d'une autre chose. Donc, j'essaie de nourrir vraiment ma spiritualité. Je me suis mis à la méditation. Nice. Tu sais, de juste comme vivre pleinement puis d'arrêter de penser à l'après. Parce que, tu vois, hier, je faisais une conférence puis je disais aux gens, qui est sûr qu'il sera ici demain? Qui est capable de lever la main et de dire, c'est sûr que moi, demain, je serai assis à nouveau dans cette salle. Il n'y a personne qui peut le faire. Et c'est ce que ça m'a fait réaliser d'accompagner ma mère. J'ai accompagné aussi un ami très, très proche dans ces dernières secondes. Puis je me dis, ces gens-là, ils voudraient tellement encore vivre que c'est comme si la mort, c'était un moteur pour vivre encore plus. D'arrêter de reporter les choses. Parce que justement, comme on ne sait pas si on va se réveiller demain, tu sais, en fait, même j'ai eu une obsession à un moment donné, quand je me couchais le soir. En fait, quand je me levais le matin, je me disais, est-ce que je vais me recoucher ce soir? Là, j'étais, OK, là, il faut que ça arrête, là, parce que journée, là, ça devient un peu... Tu mettais de la pression. Mais parce que j'avais trop vécu ça de près, tu sais, fait que j'avais comme une... Et maintenant, c'est juste dire, est-ce que cette journée-là, j'en ai fait le maximum? Parce que si demain, ça s'arrête, ben moi, j'aimerais ça que les gens autour n'aient pas de regrets pour moi, qu'ils se disent pas, hey, elle a tellement reporté ses affaires. Tu sais, parce que ça fait de la peine à ceux qui restent aussi. Quand tu vois quelqu'un qui stagne, quelqu'un qui veut pas, qui reporte. Alors là, j'essaie de vivre pleinement ma vie. Fait que c'est ça mon rapport avec la mort. C'est la vie en ce moment. Est-ce que je fais ce que je devrais faire? Je veux plus rien reporter. Fait que ça répond à ça. Maintenant, quand je pense à la mort, ce qui me fait peur, c'est pas la mort, c'est comment je vais mourir. Tu sais, quand tu vois des gens très malades pendant des années, il y a des façons de mourir qui sont épouvantables, tu sais. Alors ça, c'est ma crainte qui me reste. Comment ça va arriver? Mais ce qui est normal parce que premièrement, ça peut être extrêmement subitement ou à travers beaucoup de souffrance. Tu sais, je pense que c'est un peu la chose qu'il faut qu'on laisse dans l'univers, en même temps de mettre toutes les choses de notre côté, c'est-à-dire de vieillir de la bonne façon, tu sais, de pas prendre la santé à la légère, tu sais, si tu vois qu'il commence à avoir des bobos, tu sais, si t'as la chance de consulter, puis le privilège qu'on a d'avoir, tu sais, comme d'être un pays développé, puis même, je dis ça, on est un pays développé, mais il y a tellement de gens au Québec qui, même dans un pays développé, qui vivent dans une misère. Oui.
Mais il y a quand même des outils. Ouais. Tu sais, puis je trouve que ça, il faut contrôler ce qu'on peut contrôler. Ouais. Puis après ça, ben, faut lâcher prise. Ouais. C'est sûr qu'on va tous mourir, là, même si... tu sais, des fois, ben, quand ça m'est arrivé, à un moment donné, quasiment d'en faire une obsession, je me disais, oui, mais il faut que j'arrête ça parce que c'est comme quand je suis tombée enceinte, j'avais tellement peur d'accoucher. La première fois, c'était fou. Parce que moi, je pensais que crever les os, c'était mes os qui cassaient, tu comprends? Oh my God! Tu sais, j'avais pas compris que c'était l'eau. Et c'était Ouais. alors, tu sais, moi, j'avais peur d'accoucher vraiment. Puis. C'est quand que t'as catché que ça allait être comme de l'eau? Puis Ah, pas mon des Dieu, os? je pense que c'est comme 3 jours avant. Là. Tu comprends? Parce que j'ai accepté, parce que j'avais un livre, les 9 mois de grossesse. Puis je regardais jamais l'accouchement. Parce que t'étais comme... Puis là, à un moment donné, je me suis dit, bon, ça va arriver, là, dans quelques jours, dans quelques semaines maximum. Et j'ai compris, là, que, OK, c'est de l'eau. Parce que, tu sais, crever les os, Ben, je quand comprends, même. mais surtout aussi le mot crever. Crever, là. tu sais, c'est pas que les os vont Non. couler, tu sais. Ça fait que là, finalement, ça m'a allégé. D'où petit écoulement tiède. Ben, c'est ça, mais non. tu sais, je m'étais dit, bon, OK, regarde, je suis enceinte, il va falloir que je fasse la paix avec ça, il va falloir que le bébé sorte à un moment donné. Il n'y a pas de choix. Fait que la mort, je pense que je suis rendue là. Regarde, ça va arriver, mais vis ta vie pendant que tu l'as. Pense pas à ce qui va arriver, parce qu'une fois que t'es mort, on sait pas ce qui se passe. Ouais. Fait que maintenant, quel est ton rapport à toi avec la mort? Oh my God! Ben, je te dirais que j'ai une petite obsession avec ça aussi. Moi, j'ai grandi en pensant que j'allais mourir très jeune. Puis ça vient d'où, ça? Je le sais pas. D'aussi jeune que je peux me souvenir, je me souviens de me dire que je vais mourir jeune. Donc, Puis je me souviens, tu sais, au primaire. Hein. Puis c'était pas quelque chose que je communiquais aux autres parce que je sais que c'était pas comme nourri par un besoin d'attention. Je le sentais à l'intérieur de moi. Puis la première fois que j'étais allée voir ma voyante, elle était comme, c'est quoi, là, avec ton affaire, là, de toujours avoir peur de mourir, là? C'est quoi, là? Elle était comme, arrête, Liliane, tu vas vivre super longtemps, tu vas... Décroche. C'est parmi les premières choses qu'elle m'a dit. Sans que t'en aies parlé. Ah, jamais. Non, c'était la première fois que j'allais la voir. Tu sais, à cette heure, on se connaît un petit peu plus, là, mais non, pour qu'elle me le nomme puis que ça fasse autant écho à moi, là, tu sais, je pensais souvent à la mort, puis j'étais comme, ça va arriver cette année. C'était tellement bizarre. Puis je me souviens de le dire à ma mère à un moment donné, puis elle était comme, ah ouais. J'étais comme, ouais. Je me souviens d'avoir peur que mon frère jumeau meure. Fait que, des fois, des matins, me dire genre, je pense que Zach va mourir aujourd'hui. Mais c'était juste une peur tellement forte. Qu'elle t'habitait pour vrai. Ah ouais, là. elle m'habitait en mode, j'ai un faux pressentiment. Tu sais. Fait que ça, je te dirais que ça m'a apporté beaucoup d'anxiété quand même. C'était peut-être lié aussi à de l'anxiété de séparation, là, tu sais, rendu là, quand je te dis... Mais il y a quelque chose, il y a une famille, il y a comme une famille avec la mort, là, Ouais, comme ouais. un lien. Il y a quelque chose avec le lien brisé. Là. C'est la finitude, c'est Ouais. la fin de quelque chose. Ouais. Fait que, tu sais, pas pouvoir dire au revoir, puis ça m'a mis un peu... Ouais, j'étais comme en état de stress un peu constant par rapport à c'est quoi l'état des choses entre moi et mon frère s'il meurt aujourd'hui, c'est-tu correct, on est-tu correct, on est-tu en chicane. J'étais une enfant de type courageuse, mais peureuse. On a grandi au chalet, nous autres, un chalet pas d'électricité que mon père a construit, puis on a grandi avec des bruits d'orage, puis c'était ça qui était ça. Mais tu vivais là? Ben non, mais tous les étés, on les passait là. Pas d'électricité, OK. Pas d'électricité, tous les étés, tous les week-ends de notre vie, Noël, on allait au chalet. Fait que, puis il y avait un toit de tôle, puis le toit de tôle, quand il pleuvait, là, une goutte de pluie, tarara, tu sais, fait que comme le bruit, puis tout ça, c'était... Quand j'étais en gang, je pense que c'était correct, puis dès que j'étais tout seul, là, c'était tough. Parce que quand il ventait beaucoup, j'avais peur que mon père aille travailler. « Je veux pas que t'ailles travailler, il vente trop, papa! » J'avais peur qu'il meure, parce qu'il ventait trop. Mais il ventait en tabarnak aussi. C'était pas comme... Il ventait en crise, là. Fait que j'avais peur que mes parents meurent. J'avais peur des perdre, j'avais peur de plus avoir mon clan. Je te dirais qu'aujourd'hui, j'ai de la misère à voir mes parents vieillir. Parce que là, je suis plus vieille. Puis j'ai envie qu'on parle de tout maintenant que je suis une adulte. Puis que je comprends mieux qui ils étaient. Tu comprends? Et je pense que j'ai peur de la mort encore. J'aimerais ça te dire que je vais l'accepter quand ça va arriver, mais je pense que j'ai peur de la mort.
Puis est-ce que tu penses à la façon que tu vas mourir des fois? Ouais. Ben, c'est vraiment pas des belles images, là. C'est genre, oh my God, imagine que je meurs en char avant d'aller à un show, tu sais. Puis tout ça, c'est des choses qui sont possibles, là, tu sais, dans le sens. Mais je pense, si je m'imagine moi mourir, je pense plus au chagrin que ça ferait, tu sais, comme à ma famille. Est-ce que tu as eu des gros deuils, toi, dans ta vie? Des deuils importants? Ben, en termes de mortalité, eh ben, il y a eu Abuelita, il y a eu ma grand-mère, qui était comme une mère aussi, là, tu sais, on a grandi avec elle. On avait un foyer multigénérationnel, elle habitait au sol. Ben, au début, elle habitait au rez-de-chaussée, puis nous, notre petite famille, on était au sol, puis après, ça le switch. Ça, c'était particulier. On est allé la voir à l'hôpital quand elle était en fin de vie, puis elle était plus consciente. Mais c'était vraiment particulier de voir un corps vieux comme ça dans ses derniers moments, tu sais. Ouais, ça, c'était tough parce que je me demande tellement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'eux à ce moment-là. Genre, elle sent-tu qu'on est là? Elle le sait-tu? Oui, non. Elle était dans le coma, elle était dans... Ben, ouais. Ou c'est la médication aussi, là, ils donnent souvent des entredoses, des choses comme ça quand ils sont en fin de vie. Non, là, il n'y avait pas mis... Je pense que là, c'était comme une fin de vie naturelle. Naturelle, là, OK, je comprends. Il n'y avait pas un protocole, là, c'était une fin de vie naturelle. Ouais, j'ai peur de perdre ma mère. Je te dirais que j'ai vraiment peur de perdre le monde autour de moi. Parce que c'est une perte définitive. Au fur et à mesure que j'en parle, ouais. J'ai peur parce que je les aime tellement. Je les aime tellement que ça fait mal, tellement que je les aime, tu comprends? Mais ta grand-mère, est-ce que le deuil a été pénible? Est-ce que tu as eu un deuil important? Oui. Oui. Il y avait aussi un côté surréel à ça, en mode... Mon grand-père espagnol, je l'ai jamais connu, il est décédé à ma naissance. Fait qu'Abuelita, c'était comme le seul grand-parent que j'avais en orbite autour de moi, parce que les grands-parents de mon père, ben, les parents de mon père, on les voyait vraiment pas beaucoup, pour d'autres raisons. Tu comprends? Puis ça le fait qu'on n'a pas été proche d'eux. Je nommerai pas nécessairement la raison, mais c'était correct que ça soit comme ça, genre. Fait que quand Abuelita est morte, oui, c'est un gros deuil, mais c'est quand les deux autres sont décédés que j'étais comme... J'avais pas le même lien qu'avec Abuelita. Tu sais, on dirait que j'étais comme... J'avais juste un grand-parent. Je comprends. Les autres, il y avait comme pas de place dans ta vie. C'était pas c'était pas des personnages importants. Beaucoup moins. Beaucoup moins. On les a vus quelques fois, mais... Ouais, mais beaucoup moins. Le lien émotionnel était moins là. Ouais. Est-ce que tu parles espagnol? Quand j'étais jeune, je le parlais, mais là, mon oreille est faite. Mais maintenant, je l'ai perdu, je te dirais. Okay, parce qu'avec ta grand-mère, tu parles en espagnol. Ouais. Mais encore là, c'est un langage très familial, hein, tu sais, on parlait pas politique, là, tu comprends? Mais c'était familial. Je te dirais que c'était pas rudimentaire, mais on se débrouillait bien, mettons. Mais après, je le comprends, je te dirais à 90%. Après, ça dépend aussi là, des différentes régions aussi. Là, s'il y a des swings, des fois, si ça va trop vite, je le pognerai pas. Mais je suis à une époque. Je suis à une étape aussi, mettons, je me remets sur l'espagnol. Il y a vraiment une partie des cours que je trouve ennuyant parce que je suis comme, ben, je le sais! Tu comprends? Ouais, toi, tu vas vivre quelques mois en Espagne. Oui. Puis ça va. C'est ça. Ouais. Donc, tes autres grands-parents, tu les as perdus aussi. Ils sont plus jeunes non plus. Tu n'as plus de grands-parents. T'es jeune quand même pour plus avoir aucun grand-parent, là. Ouais. Ouais. Donc, la mort, c'est quelque chose à apprivoiser. Oh my God, c'est quelque chose de définitivement à apprivoiser parce que j'ai vraiment la chienne de la mort, finalement. Puis j'ai hâte du moment où je vais peut-être être plus en paix. J'ai vraiment la chienne. Parce qu'il y a ta mort à toi puis la mort de tes proches. Ouais, mais ça me fait plus peur la mort de mes proches. Je veux pas que personne aille mal. Mais c'est difficile. C'est difficile de voir les autres souffrir. Je trouve ça tellement tough de pleurer. Je trouve ça tellement tough de s'ennuyer d'eux. Ouais. Est-ce que tu es prête au niveau rose? Oh my God! On passe de la mort à Eros, je te dis. Alors, il y a... Attends, il y a 5 questions. Tu m'en donnes 4. Tu vas en choisir une sur les 4. Après la mort, qu'est-ce qui me fait bander? C'est quoi ça?
Oui, des fois, ça dépend de la question qui est répondue dans le rouge. Des fois, on dirait qu'il manque une petite transition entre les deux. Oui, je comprends. Hein, tu comprends? Quelle que j'ai pas eu? Es-tu à l'aise avec la nudité? OK. On l'a pas eu. Est-ce que la sexualité est un sujet tabou dans ta famille? Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir sur la sexualité à 20 ans? De quelle façon ta sexualité a évolué au fil du temps? Oh my God. Puis, préfères-tu séduire ou te faire séduire? Oh! Fait que c'est assez varié quand même. Fun! Ouais. T'en choisis une seule. OK, je vais aller avec de quelle façon ta sexualité a évolué au fil du temps. Parfait. Ça, c'était la plus facile à choisir. Bon, ben, vas-y. Oh my God, OK. De quelle façon ta sexualité a évolué au fil du temps? Je pense que c'est un sujet qui va évoluer tout au long de ma vie. Je suis contente avec ça. J'ai l'impression que le corps de la femme est barouetté à travers la médecine, puis on apprend des trucs vraiment tard. Tu sais, mettons le clitoris interne, puis comment la femme fonctionne réellement à travers ses hormones, puis les moments où tu vas être le plus excité. Tu sais, tout ça, là. On se fait pas apprendre ces affaires-là. On se fait apprendre qu'un gars va être bandé, la fille va être mouillée, puis il va avoir une relation sexuelle. Oui, à côté de ça, on peut se faire apprendre genre, il y a des préliminaires, fait que oui, tu pourrais faire une fellation, puis oui, tu pourrais recevoir un cunilingus. Mais pas plus, tu sais. Tu sais, on parle pas... J'ai l'impression que même le jeu anal va être très, très, très associé au queer. Tu comprends? Même dans l'hétérosexualité, c'est genre, ouais, mais pourquoi qu'on ferait un petit peu... Tu sais, je nous veux vraiment plus open avec la sexualité parce que je trouve ça fantastique, la sexualité. Mais je pars vraiment de loin. Moi, là, c'est... Je me souviens quand j'étais... OK. Je me souviens quand j'étais jeune, en secondaire... j'étais pas en 6e année, c'est sûr, j'étais au secondaire. Mettons, j'essaie de remonter à comme les premières fois que je me suis masturbée, mettons. C'était la blonde à mon frère, Kim, qui est encore la blonde à mon frère. Fait qu'eux, c'est des high school sweethearts. Ça fait... ça fait... 18 ans, 15, 16, 17, 17 ans qu'ils sont ensemble de quoi de même. Kim, là, c'est un membre à part entière de la famille. C'est ma soeur, c'est ma mère, c'est tout. Tu comprends? Kim, c'est fantastique. Puis elle n'est pas même plus vieille que moi. Mon frère a 4 ans de plus que moi, puis Kim, elle a 3 ans et demi de plus que moi, ou 2, 3, bref. Puis c'est elle qui m'a dit comment je pouvais me masturber. C'est une belle discussion. Mais je me souviens... C'est toi qui as questionné? Non. Je me souviens, en plus, on flattait mon chien à terre, genre. Vraiment en mode, genre, on parlait... Je revenais de l'école, puis whatever. Puis là, je pense que j'y avais dit qu'on avait eu un cours de sexualité vraiment rapide, là, de quoi de même. Puis il parle pas de la masturbation, hein. Non, mais ça a été longtemps tabou. Ça commence, mais on n'est pas... non. C'est pas encore, là... c'est pas un sujet qu'on jase facilement, là. Puis il y a quelque chose avec les gars où... juste vu la mécanique d'un pénis qui va se bander, tu sais qu'il y a quelque chose... Ben, tu fais le mouvement va-et-vient, puis ça, c'est de la masturbation. On dirait que pour moi, ça, c'était clair. Puis je me souviens de me dire... J'avais dit à Kim, c'est comme ça que j'avais ouvert la discussion, j'étais comme, crème! Ça me fait vraiment chier, parce que les gars, ils peuvent savoir c'est quoi de coucher avec une fille avant, parce qu'ils peuvent savoir c'est quoi cette sensation-là de se masturber. Mais nous, les filles, il faut qu'on attende de coucher avec quelqu'un vraiment pour savoir c'est quoi. Puis là, elle était comme... Non. Ben, Liliane, tu sais que tu peux te masturber. Puis j'étais comme... Quoi? J'étais comme, les filles peuvent se masturber. Puis elle était comme, oui. Elle était comme, tu sais, ton clitoris. J'étais comme, ouais. Elle était comme, ben ça, si tu le bouges, là, ben à un moment donné, tu vas avoir un orgasme. Puis j'étais comme... Puis ce soir-là, je me suis crossée pour la première fois et tous les jours après. Là, t'as découvert... Yo, je me souviens d'avoir découvert... Puis tu sais, comme quand Kim... Hey, c'était pas une discussion qui a duré longtemps en mode genre, ouais, ben moi, ton frère, nanana. Elle était juste comme, tu sais que... J'étais comme, ouais. OK. Bon, on s'est mis à flatter le chien encore, puis... Là, toi, tu pensais à ça, là, tu savais Ben, dire. pas nécessairement. J'étais pas comme, j'ai mon après-midi est booké. C'était pas ça. Mais c'est juste que ça C'est prenait ce soir, quelque là. chose Ouais, quand vraiment. même. Là, je veux dire, t'es comme, OK, elle vient de m'apprendre de quoi, là? Puis... Qui est de base. Qui est fucking de base! C'est ça, elle vient de te dire ça de façon de même. Et que toi, t'es comme, OK, attends une minute. Oui. Puis elle sait que c'est elle qui me l'a dit, qui me l'a appris, parce que le nombre de fois après, j'étais comme, je t'en dois tellement une pour juste la fois que tu m'as dit que je pouvais me crosser, puis comment que je pouvais me crosser.
Puis ça, je te dirais que ça l'a... Mais après, tu sais, on était encore dans les problématiques de la séparation. Fait qu'est-ce que ma mère, elle avait juste pas le bon mindset pour s'asseoir avec moi puis être comme, tu sais, Liliane, le plaisir qu'on peut se donner à soi-même, nanana. Tu sais, il y a pas eu de ça, tu comprends? Fait que Kim a juste par hasard été cette personne-là. Fait que je pars de loin quand même. Parce que je ne savais pas que je pouvais masturber. Fait que là, après, c'est venu tard quand même les jouets, mais les jouets sont rentrés dans ma vie comme un cheval, là. Tu sais, comme... J'adore essayer toutes sortes de jouets. J'encourage tout le monde à essayer des jouets. C'est un peu une affaire qu'il faut que tu trouves ta patente, puis quand tu trouves ta patente, c'est vraiment le fun. Tu sais, je vois vraiment les jouets comme un plus à la sexualité, genre. À la sexualité dans le couple aussi. Oui, dans le couple aussi, bien entendu avec le consentement puis le désir de l'autre, là. Je te dirais que je veux que la sexualité soit quelque chose... Je te dirais que c'est pas au premier plan de ma relation. Pour moi, c'est comme un ajout, genre. Tu comprends? Faut qu'il y ait le lien émotionnel oui, avant. Ah, mon Dieu, oui, définitivement. J'ai pas été quelqu'un qui... j'ai jamais eu de one night. Ça me prend beaucoup, moi, de m'ouvrir à quelqu'un puis de partager une sexualité. Pour moi, c'est vraiment un gros don de soi. Puis je pense que la relation sexuelle, ben, l'agression sexuelle est venue fragiliser quelque chose, vraiment, là. Par rapport à ça. Fait encore plus, je te dirais que c'est vraiment c'est un don de soi, là. C'est pas pris à la légère pour moi, la sexualité, tu comprends? Fait que... je pense qu'elle va évoluer toujours. Mon corps va changer, mes besoins, mes désirs vont changer. Mais t'es à l'aise dans cette zone-là. Ouais. Puis je trouve qu'il y a une suite logique dans tout ce que tu dis. T'aimes avoir du plaisir, rire. Et là, c'est ce que tu continues même dans cette zone-là, qui est la sexualité. C'est que t'es la même personne partout. Parce que, tu sais, moi, j'étais contente d'avoir le niveau Eros. Parce que ça permet de parler de sexualité, mais pas en se cachant, pas en... Tu sais, ça fait partie de la vie. Oui, ben vraiment, puis je trouve ça dommage. Ben dommage, après, je veux pas forcer la même personne, mais je trouve ça dommage à quel point que c'est tabou, parce que ça reste des super bonnes nouvelles, tu sais, comme, il faut se partager la bonne nouvelle. Il faut se partager que, oh my God, j'ai essayé entre amis, entre lieux de confiance, puis tout, mais faut se partager des affaires qui fonctionnent. J'ai l'impression que ta génération est quand même beaucoup plus ouverte à échanger que, par exemple, ma génération. Oui, mais j'ai l'impression que, oui, l'échange est vraiment plus facile, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être un degré de performance qui va être accru, par exemple. Ah, OK. J'ai l'impression. Performer un peu, là, que c'est donc bien le fun, tu sais, tout ça, là. Ouais, je sais pas. Parce que, tu sais, moi, j'ai parlé souvent de sexualité autant dans mes émissions de télé qu'autour de la table ici. Puis, il y en a beaucoup que c'est pas une zone dans laquelle ils sont à l'aise. C'est pas quelque chose, mais en même temps, c'est comme aussi un tabou de le dire. C'est un tabou de dire que c'est quelque chose que t'aimes. C'est un tabou. C'est un drôle de tabou, la sexualité. Ouais. C'est un tabou de dire, ah, moi, là, j'aime ça. Ou encore, hey, moi, j'ai plus envie de ça. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on fait, tu sais? La personne qui a plus envie, il y a quand même des choses qu'on peut faire. Puis la personne qui aime ça, ben elle n'en parle pas nécessairement. Parce que on peut avoir un préjugé face à quelqu'un. Surtout une femme. Il y a les hommes et les femmes. Surtout une femme qui dit ouvertement, ben moi, j'ai une sexualité active, il y a des fois il y a comme un petit pas de recul de certaines personnes et moi je pense qu'on faut en parler ouvertement, peu importe comment on se sent, mais ça fait partie de la vie. Ben oui, honnêtement j'aurais pas mieux dit que ce que tu viens de dire, parce que tu sais, moi, de la violence sexuelle, là, c'est définitivement pas quelque chose que je souhaite à personne. Parce que même si je te dis qu'en ce moment-là, je trouve ça sick, la sexualité, puis je trouve ça important. Il y a tellement de noirceur quand même dans ma sexualité juste avec ce que j'ai vécu, tu sais. C'est comment tu as réussi à retrouver du plaisir dans la sexualité? Je te dirais la thérapie. Il y a eu une période où je pensais pas que je méritais ça. T'sais, ça a pris du temps avant que je me permette, mettons, de revivre un orgasme après ce que j'avais vécu, ou même... Mais je te dis ça, puis c'est pas comme s'il y a un avant-après. Même aujourd'hui, des fois,
c'est des brûlures qui sont vraiment profondes. Hein? Puis je pense que les survivantes d'agressions sexuelles, c'est bâtard parce que ça va peut-être nous suivre un petit peu tout le temps. Ça fera pas toujours mal à chaque fois que tu le pokes, tu sais, mais c'est tout le temps là. C'est tout le temps là. Tu comprends? C'est comme vraiment des degrés d'une... Il peut y avoir une chose qui se passe, puis tu Ben oui, retombes. Hey! Ben oui, mais encore aujourd'hui, tu sais, même si j'ai une belle sexualité avec mon amoureux, il y a des fois où je pars dans ma tête, il faut qu'on arrête, là. Tu comprends? Parce que j'ai été violée, là. C'est aussi simple que ça, tu sais. Fait que oui, les triggers sont partout. C'est que lui, il te suit là-dedans. Il comprend ça. Il n'a pas le choix. Quand tu parlais tantôt, il te sécurise. C'est aussi dans la sphère de l'intimité où il te sécurise. Ouais. Et tu peux te permettre d'être dans ta tête. Absolument. De pleurer. Tu sais... Ouais. Seb, il m'accueille vraiment dans vraiment toutes les couleurs que j'ai, puis je pense qu'on associe la sexualité à quelque chose qu'il faut qu'il y ait comme aucune faille, mettons. Là. Ouais. Puis il faut que ça soit beau, puis c'est beau, puis oh my god, puis ça va juste en pente montante, puis oh my god, on va faire l'amour, puis après on va comme avoir le cas. Mais non, c'est ça. Hein, c'est... Des corps, c'est des corps, puis des corps, ça fait des bruits, puis ça a des odeurs, puis ça a des textures. Il se passe des choses dans notre tête aussi pendant. Il se passe des choses. Des fois, il se passe des super belles choses, puis des fois, il se passe des vraiment pas belles choses. Fait que, ouais, je me souviens la première fois que j'ai pleuré en faisant l'amour, puis je me souviens d'être gênée de ça, là, comme « Fuck, j'ai ruiné le moment, oh my God, fuck, j'ai ruiné le moment. » Ruiner le moment, genre. Je pense qu'on associe ça à... Peut-être que les femmes, on associe ça à pas niaiser le gars. Ah, mais si on est rendu si loin dans le processus, ben non, mais je vais pas back off live. Mais non. Mais en même temps, de te permettre, tu sais, justement, de pleurer, de nommer, je suis dans ma tête, on arrête, ça te permet d'avoir une sexualité. Exactement. Parce que si tu t'osais pas dire ça, probablement que tu t'en voudrais pas de sexualité. Alors, ben, définitivement, ça serait une sexualité performative. Là. Fait puis c'est dommage que je veux dire, mais du moment que c'est performatif, est-ce que c'est réellement consentant? Est-ce que tu veux vraiment? Tu comprends? Ouais. J'encourage vraiment les gens à se poser ces questions-là. Là. Puis d'ouvrir la discussion par rapport à ça, ou si tu sens que des larmes viennent ou whatever, ben de le dire genre, hey, je pense que je vais pleurer, mais ça veut pas dire que j'ai pas du plaisir, je pense qu'il faut juste que ça sorte. Tu sais, comme. Tout ça. C'est d'ouvrir la discussion. Oui. Oui, parce que tu peux pas empêcher ces images-là de revenir. Non. Ça fait qu'il faut que tu les laisses aller. C'est comme un flot, à un moment donné. Tu laisses aller. Il faut qu'elle sorte. Faut qu'elle sorte. Et en même temps, je trouve que c'est une grande victoire pour toi parce que tu continues d'avoir une vie sexuelle. On n'a pas brisé complètement cet aspect-là de toi. Ah, c'est ça qui est tellement triste. Parce que la sexualité, par rapport à sa personne, c'est tellement vital, tu sais. Ouais. On associe la sexualité à un plaisir à deux, souvent à plusieurs, mais... Mais c'est d'abord une énergie. Ben oui! Fait que je pense que c'est vraiment important de se rapproprier ça. Oui, ton message est très puissant, Liliane. Je sais même pas que j'ai dit. Ben, de tout ce que tu dis, c'est... Oui, j'ai une vie sexuelle saine, j'ai une vie sexuelle où j'ai du plaisir, mais il y a des moments où le passé revient. Ah, à 100%, à 100%. Tu sais, t'es pas dans un déni, t'es pas dans une fuite, et ton partenaire le sait. Alors, mais ça t'empêche pas d'avoir une vie sexuelle. C'est que moi, je connais des gens qui s'empêchent d'avoir une vie sexuelle. Parce qu'ils ont peur, ils veulent pas faire vivre ça à un partenaire ou à une partenaire, tu comprends? Ils veulent pas partager ça, mais... J'ai comme l'impression que ça doit être salvateur, ça doit, à quelque part, guérir quelque chose aussi. À 100%. Que de dire à l'autre, non, tu m'as pas eu. Tu sais, dans le sens, il y a comme, je veux pas dire une vengeance, mais il y a... Non, tu m'as pas eu. Tu comprends? Je me suis souvent dit ça. Tu m'as pas eu. Tu m'as pas eu au complet. Parce qu'il faut que tu te donnes des victoires. Oui, c'est frustrant parce que je pense que le cheminement, ça se fait avec un pas en avant, 2 pas en arrière, 3 pas en avant...
un pas en arrière, 3 pas en avant, 2 pas en arrière. L'important, c'est d'avancer, tu sais. Puis même si je sais même pas, je veux pas non, encore prêter des intentions aux gens qui nous écoutent, mais ça va être normal des fois d'être frustré, peut-être comme, voyons, est-ce que j'en ai-tu fait du travail sur moi? Pourquoi j'en suis pas à un autre stade live? Ça fait des années. Il y a eu justice réparatrice. Tu sais, comme... Mais... Non, je pense qu'il faut pas se taper sa tête. Oui, mais ça fait partie de ton histoire. Ouais, je sais. Ça s'effacera pas. Non, ça s'effacera pas. C'est comment apprendre à vivre avec, à prendre un recul. Des fois, le temps fait son œuvre où les souvenirs sont moins soulignés, tu sais, avec un surligneur. Tu sais, ça s'estompe sans s'effacer, mais ça s'estompe. Ouais, ben c'est une bonne comparaison avec le livre quand même, hein, parce que c'était pas... Cet événement-là, mettons, c'était pas un... J'ai pas envie de le mettre un chapitre de ma vie. C'est un passage. Tough. Mais c'est pas un chapitre. Puis ça dépend de t'es où dans le livre, tu sais. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est-tu juste la page d'avant? Ouais. Mais ça peut être des fois, ça peut être un fil rouge, un fil conducteur pour le reste où tu reprends ton pouvoir à chaque fois. 100%. Et ça, c'est le temps qui fait son œuvre aussi. Et moi, je pense être bien entouré. Tu sais, tu consultes, tu vas chercher de l'aide et en plus, tu es bien entouré. Tu peux te montrer vulnérable aux gens qui sont près de toi. C'est beaucoup. Non, tu touches à un vraiment bon point. Je pense que c'est un privilège d'avoir un bon système de support. Puis je pense que malheureusement, il y a peut-être... Je pense qu'il y a du monde en détresse qui ont juste pas ce cadeau-là en ce moment, d'avoir du monde autour d'eux qui... Ouais, puis des fois, oui, hein, puis des fois, c'est nous qui ne veut pas les voir, ces gens-là. Des fois, on n'est pas prêt. Ben, des fois, on a de la misère à supporter le regard de l'autre. Absolument. Une fois qu'on a dévoilé. Absolument. Et tu as la scène aussi qui est ton amie. La scène qui te permet d'être pleinement qui tu es. Mm-hmm. Sans tes blessures. En tout cas, si tes blessures sont moins apparentes sur scène et tu les nommes même. Mm-hmm. Donc, tu vas loin. Yeah, toréador. Toréador. Dernière question, Liliane. La question opto-réseau. Quand tu regardes l'ensemble de ta vie, quel fut le moment marquant? Le moment marquant? Ouais. C'est un beau moment, un pas beau moment? Moi, j'aurais envie de dire un beau moment. Oui, là, on a brassé de la merde. Ouais, là, un beau moment. Ce serait quoi ton moment marquant dans ta vie? Oh my God, c'était-tu trop dark? Pas en tout, c'est ton histoire. Non, mais c'est ton histoire. Puis en plus, tu le racontes vraiment... C'est une histoire, je trouve, qui est difficile, mais tu la racontes pas sur un ton difficile parce que tu es en cheminement, parce que tu as fait du chemin. J'aurais jamais pu faire cette entrevue-là, Liliane, si tu avais été dedans. J'aurais évité ça. Mm-hmm. Parce qu'on peut pas... Je serais même pas allée là non plus. Ben non, exactement. Parce que, tu vois, des fois, il y a des gens qui disent « pourquoi tu l'as pas fait? Telle personne a vécu ça. » Ben non, elle vient de le vivre. Mm-hmm. Elle sait même pas, là, encore. Je vais aller jouer dans quelque chose qui mérite un recul. Fait qu'il faut laisser les gens avoir un recul. Quand tu regardes l'ensemble de ta vie, quel en fut le moment marquant? Ça peut être un moment quand la première fois tu as fait de la scène, je sais pas, là, tu sais, c'est quelque chose qui a été révélateur. Je pense que je vais y aller avec quand j'ai gagné mon Olivier de découverte de l'année. C'est récent, là. C'est super récent. J'ai travaillé pour ce prix-là vraiment longtemps. Pas nécessairement pour le prix. J'espérais le prix. C'est le prix que tu regardes quand t'es jeune, puis tu regardes les Oliviers, puis t'es comme « Oh my God! » Ça, c'est un prix que tu veux. Ça, c'est un prix de rentrer dans l'étable, puis t'as un nouveau poulain. Là. Puis il y a tous les chevals de course, puis t'es comme « Oh my God! » Les chevals de course, c'est du Cat Levac, puis c'est du Virginie, puis c'est du Adib, puis Martin et Matt, puis Simon Leblanc. Tu sais, du monde que t'es comme... La personne avec qui j'ai été, lui, il me disait que l'humour, c'était pas de l'art. Lui, il m'avait dit, avant que je fasse Big Bro, là, lui, il m'avait dit « Ah ouais, toi, tu vas bien finir par sucer quelqu'un puis finir dans ce show-là. » Lui, il m'avait dit ça.
avant que je commence. J'étais encore avec cette personne-là. Fait que j'ai toujours avancé dans ce milieu-là en pensant que le monde me suive. Parce que si l'humour, c'est pas de l'art, ben le monde, ils me suivent parce que quoi, ils veulent me fourrer, genre. Le monde me suive pourquoi? Pourquoi le monde me suive? Puis après, je dis ça, puis je suis comme, j'ai jamais pensé une seconde que le monde me suivrait parce qu'ils veulent me fourrer. C'était vraiment juste quelqu'un qui m'avait dit ça. On essaie de te rentrer ouais, absolument. ça dans la tête. Si, toi, Liliane, s'il y a du monde qui t'apprécie, c'est parce qu'ils veulent... On t'enlevait de la valeur. Ah, 100%, mais tu sais, ça, c'était vraiment le cœur de la relation. Là. Ouais, me faire dire que c'était pas drôle, tu sais, comme... Fait que j'ai vraiment avancé quand même en étant humoriste, puis ça, je me le donne vraiment. Parce que cette personne-là aurait pu m'enlever ce désir-là. Il aurait pu m'enlever... Il a failli, hein. Il aurait vraiment pu m'enlever cette petite lumière, là, cette petite flamme-là qui était ma passion première depuis que j'étais toute jeune. J'ai jamais voulu être autre chose qu'être humoriste. Fait que quand j'ai gagné Découverte de l'année, ça fait du bien parce que c'est une reconnaissance des pairs. Puis parce que j'ai tellement de la misère à me valider moi-même, de me faire valider dans mon écosystème par d'autres, par des gens que je respecte énormément, c'est vraiment venu remplir des petites failles. Tu sais, je me voyais vraiment comme un vase pété, qui se tient, mais pété. Puis c'est venu couler tout comme de l'or là-dedans, genre. Tu comprends? Ça a enlevé les doutes. Ouais. Parce qu'il essaie de semer des doutes, là. Ouais. Pour t'enlever de la confiance. Je te jure, malheureusement, j'y ai pensé à ce gars-là, puis j'étais comme, quinte, oui, esti. Quinte, oui. T'as repris ton pouvoir là-dessus aussi. C'est très significatif, ce moment-là. Ben, définitivement. Parce que t'avais ta reconnaissance des pairs, mais ta propre reconnaissance de toi envers toi. Ouais, vraiment. Puis c'est grand, ça, pour moi. Puis ma psy, elle m'en a aussi parlé. Elle m'a demandé c'était quoi un des moments les plus forts dans ma vie, là, par hasard, là, à me tester, là, même, là, comme toi. Puis j'y avais aussi dit les Oliviers, puis c'était venu de même. Puis elle, ça l'avait surpris parce qu'à travers tout, ça fait 2 ans qu'on se voit, puis que je fais partie de sa patientèle. Puis elle était comme, tu nommes jamais des choses dont toi, t'es fier. Parce qu'on le sait très bien que mon enjeu, c'est d'être fier de quelque chose, tu comprends? Puis elle m'a fait comprendre que c'était un gros pas en avant, premièrement, de ma personne, puis de ce que je traverse, puis de ce que j'ai traversé, d'être capable de nommer quelque chose que j'ai créé. Puis que ça soit quelque chose d'aussi récent. Puis quelque chose que tu as toujours voulu être. Quelque chose que j'ai toujours humoriste. Ouais. Et là, tu es reconnu. Donc, ça te démontre que tu es arrivé à la bonne place. Mm-hmm. Mais que mes efforts ont porté fruit, oui. Que j'ai pas lâché. Tu t'es donné une direction, puis tu l'as suivie. Ah ouais, puis ça part de l'eau. Tu sais, je veux dire, on m'a rien donné... Je dis pas ça dans le sens qu'il y a du monde qui se sont fait donner des affaires. On m'a rien donné, là, tu sais, dans le sens... Moi, je viens d'une famille où ça l'a pété. En secondaire 3, au beau milieu là, de la crise familiale, je sais pas où j'ai trouvé la force d'aller faire mon premier stand-up. À secondaire en spectacle. Je sais même pas où j'ai trouvé ce courage-là. Je l'ai fait, pas de problème. Je me souviens d'être stressée, mais je me suis aussi de me dire I gotta do it. Faut que je le fasse. J'étais comme, faut que je le fasse. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Faut que je le fasse. C'était à chier. C'était pas bon? C'était pas bon. Ah non, c'était même pas genre, est-ce qu'on voit une prochaine star de l'humour? C'était comme, OK, bien essayé, ma belle. Tu sais, c'était pas bon, là. C'était pas bon. C'était, mon Dieu, c'était pas bon. Mais c'est pas grave. Ça t'a pas enlevé le goût. Non. T'as aimé ça. Mais depuis quand il faut que la première fois que tu fasses quelque chose doit être la fois où tu scores? Ouais, mais des fois, t'aurais pu dire, oh, c'est plus dur que je pense. Ah, je me suis dit, c'est fucking plus dur que je pense. Tu dis, la prochaine fois, je vais plus me préparer. Ben oui. Puis l'année d'après, j'ai pas fait secondaire en spectacle. J'étais comme, j'ai besoin de plus de temps. Je l'ai animé. Okay. Fait que c'était quand même du temps de scène. C'était quand même de l'humour. Tu comprends? L'année d'après, ben c'est secondaire 3. Fait que j'ai animé secondaire 4, secondaire 5. Puis après, cégep 1, cégep 2, cégep 3. J'ai tout animé les finales de cégep en spectacle. Après, j'ai fait mes auditions à l'école de l'humour. J'en ai fait 3. 3 pour rentrer. 3 années différentes? Mm-hmm. 3 années de suite. Clac, clac, clac. Toi, t'as jamais arrêté. J'ai toi, jamais tu arrêté. as toujours cru. J'ai toujours cru. Puis quand t'as été acceptée, t'as réagi comment?
J'étais fucking contente. J'étais fucking contente, vraiment stressée, puis en même temps, genre, oh non, est-ce que comme ils ont fait une erreur, blablabla, je sais pas, je doutais déjà, tu sais. Mais je savais pas qui je voulais réellement être, je savais pas qui j'étais. Je sais que j'étais une fille qui avait bûché puis qui voulait ça, mais après, j'étais comme, mais c'est quoi mes jokes dans le fond? Je le sais pas. Puis l'école, j'ai trouvé mes jokes après l'école. C'était pas pendant l'école, c'était après. Les réseaux sociaux ont renforcé qui je suis pour vrai. Puis les gens qui me suivent ont réellement été une bouée de sauvetage pour moi. C'est important, hein, parce que, tu sais, on accuse les réseaux d'un paquet de choses, là. Mm-hmm. Puis toi, tu te dis, moi, ça a été une bouée de sauvetage. À 100%. Parce que tu as une grande, grande communauté qui te suit. Et ça t'a permis de croire en toi. Oui. Parce que ce que je disais était entendu puis apprécié. Puis j'étais comme, hein, mais il y a du monde qui m'aime pour qui je suis. Puis je sortais de... Tu sais, je veux dire, j'ai commencé les réseaux sociaux, là, 3 mois après ma rupture. J'étais comme, je vais essayer. Puis... Fait que t'as vu quand t'étais toi, t'as pas besoin de personne d'autre. Non, mais surtout que qui j'étais, ben, pouvait être vraiment apprécié parce que je me sentais pas digne. Tu sais, comme, la rupture s'est faite d'une façon où j'étais comme épaisse de pas comprendre les affaires, puis j'étais donc ben pas drôle. Tu sais, comme, je me sentais vraiment moins que rien, genre. Fait que les réseaux sociaux, je trouve qu'on accorde beaucoup... des fois, les gens qui nous suivent sont comme « Oh my God, toi, tu m'as... » En parlant de la personnalité publique, « Toi, tu m'as aidé à traverser telle affaire. » Mais moi, c'est vraiment ma communauté m'a vraiment donné un but puis un purpose, puis de vouloir appartenir à ce monde-là, puis d'être leur chum, là. Je voulais vraiment être leur chum de fille. Ça a marché. Ça a turbo marché. Merci, Liliane. C'était super dark comme épisode. Ben, c'est ton histoire. Honnêtement, je te trouve très forte, Liliane. Stop it. Ben, t'as vécu ça, de te l'avoir comme approprié à ta façon, d'être capable d'en parler. On comprend très bien que t'es pas dans un déni. On sent ta souffrance encore. Comment tu l'as senti? Mais c'est parce que je sens que ta souffrance, elle est là, mais t'es quand même en processus de guérison. Donc, c'est pour ça que t'es capable d'en parler, puis t'as de l'espoir que ça aille mieux. Je veux. Je sais même pas si j'ai de l'espoir, j'ai un désir. T'as un désir. Fait que le fait d'avoir ce désir-là, ça fait en sorte que t'es en mouvement, t'es en action. Puis ça te permet d'en parler aussi. Puis probablement d'en parler, ça aide la guérison. Je te dirais que... Puis tu sais, s'il y a du monde qui nous ont écoutés jusqu'à la fin, qui traverse des affaires de même, ça l'a switché quand je me suis dit que je voulais être mon ami. Puis que à l'intérieur de moi, je laisserai pas mon ami traverser ça. Tu comprends? Ouais. On dirait que c'était même pas genre, tu ferais ça à une amie? Puis j'étais comme, mais non, mais quand c'est extérieur, je suis comme, mais non, évidemment, je ferais pas ça à une amie. Mais j'étais comme, OK, moi, mon ami à l'intérieur de moi, mon ami, je veux être mon ami. Puis je veux qu'on aille mieux. Fait que t'as envie de prendre soin de cet ami-là. Ouais. Mais merci, Liliane. Vraiment, quelle rencontre. J'ai envie de dire rencontre inattendue. Je suis vraiment, vraiment contente de te connaître davantage. Puis j'ai hâte d'aller voir ton spectacle pour vrai. J'ai hâte d'aller rire dans ta salle. Merci, Liliane. Puis merci à tout le monde d'avoir été là. On vient de vivre quelque chose. J'ai hâte de lire vos commentaires sur cet épisode. Il y aura beaucoup de commentaires. Ici, les commentaires sont beaucoup, je trouve, dans la bienveillance. Ouais. Tu sais, c'est vraiment important. Fait que merci encore. Merci à tout le monde. Merci à toi. Merci, Liliane. Cet épisode était présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau au Québec, et par le Marie Club, qui est un espace consacré au mieux-être. Les jeux de table Ouvre ton jeu édition originale et édition couple sont disponibles partout en magasin et sur randolph.ca.